Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve exceptionnellement un mercredi soir pour ce troisième apéro ciné. J'ai l'honneur et la chance de recevoir ce soir Cédric. Comment ça va, Cédric? Salut Antoine, eh ben, merci beaucoup de m'inviter. J'ai un peu la pression parce que je me sens pas du tout légitime pour parler du grand homme dont on va parler ce soir, mais je suis ravi en tout cas d'être là pour parler avec toi de John Carpenter. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, tu participes à un peu au site Comics Fair, mais tu as aussi une autre grande passion à part les comics, c'est le cinéma, et notamment le cinéma de John Carpenter. Et Ouais, c'est c'est pour ça que je suis là et qu'on en parle. Moi, je n'aime pas que John Carpenter, mais bon, oui, ça fait partie d'une de mes premières passions quand j'ai découvert le cinéma. avec un et donc tu vas nous en parler avec un grand plaisir ce soir. Je salue XP que j'ai vu dans le chat, je salue Spike, je salue Nils que j'ai vu, et je salue tous ceux qui sont là ce soir. Je salue Ron que je viens de voir, qui, euh, qui visiblement attend. Oh là là, Ron est là, Ron de VHS et canapé, avec grosse pression pour moi là. Voilà, on a intérêt à assurer ce soir. Comment ça va? Et tout dans la vie et tout. Tu te sens prêt pour le live de ce soir? Écoute, tout va bien, la France a gagné hier soir, je suis prêt. Voilà, on a bien fait de décaler parce que c'était pour une excellente raison visiblement. Je te propose qu'on attaque tout de suite avec le questionnaire de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, celui dont il ne faut pas dire le nom. Ça te va? Ça me va très bien. Bah, du coup, pour cette première question, je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse à cette question parce que alors la première raison, c'est que je suis vieux, donc ça fait longtemps. Donc j'ai vraiment dû réfléchir et la première chose qui m'est venue en tête, c'est John Carpenter. Mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose parce que bon, c'était le thème de ce soir, on allait en parler. Et je pense, et j'ai deux films vraiment qui me viennent en tête. Le tout premier film où vraiment je me rappelle avoir pris une énorme claque en m'étant dit, oh là là, là il y a quelque chose que j'avais jamais vu avant, c'est incroyable, c'est Terminator de James Cameron. Et le tout premier film que j'ai vu au cinéma, enfin en tout cas pour lequel j'ai payé ma place de moi-même et qui m'a vraiment retourné la tête, et d'ailleurs il a fallu que je retourne le voir au cinéma pour comprendre exactement ce que j'avais vu, c'était Seven, qui est sorti en 95 de mémoire. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Ça fait en tout cas une belle entrée avec deux beaux films en tout cas. Enfin, je suppose que tu en as des souvenirs positifs en tout cas. Ah oui, oui, c'est des films que je revois très régulièrement, surtout Terminator d'ailleurs. À chaque fois, je prends toujours un énorme plaisir à le revoir. Je redécouvre des choses à chaque fois. C'est un film incroyable. Ouais, James Cameron fait partie de mes réalisateurs cultes. C'est lequel ton favori de la saga Terminator? Premier. Le premier. C'est rare, Ah, souvent les c'est le gens premier répondent que le 2. j'ai. Ouais, mais le 2 pour moi, c'est un remake. C'est un remake caché du premier. Euh, il est moins âpre, il est moins tendu et moins sur le fil que le premier. C'est ce que j'aime, moi, dans le premier film. Et c'est ce que j'aime aussi dans les premiers films de John Carpenter dont on va parler, qui sont très 70s. En fait, Terminator, c'est un film des années 80 à plein d'égards. D'ailleurs, il date des années 80, mais il a aussi un côté 70s qui me plaît beaucoup. Je voulais savoir quel est ton classique ennuyeux.
Alors là, c'est la question pour laquelle j'ai vraiment dû me creuser la tête parce que les films que je trouve ennuyeux la plupart du temps, c'est des films parce que pas qui sont pas des classiques, parce que devant un classique, je trouve toujours des choses, même quand je m'ennuie, mais qui vont me plaire, parce que l'image va être belle, parce que les acteurs vont être bons, parce que pour plein de raisons. Et la plupart du temps, quand je m'ennuie, c'est parce que je regarde un navet, et bon, je considère certains films comme étant des navets, des films qui ont du succès actuellement, comme les Marvel ou les Godzilla versus je sais pas quoi, tout ça. Ça, c'est des films vraiment qui m'ennuient. Mais bon, ce ne sont pas des classiques. Donc, pour trouver un classique vraiment devant lequel je me suis vraiment ennuyé, il a fallu que je me creuse la tête et finalement, quand je l'ai trouvé, tout de suite, je me suis dit, ah oui, oui, c'est évident, c'est celui-là. Je l'ai pas revu depuis plus de 20 ans, c'est Raging Bull de Martin Scorsese. J'ai, ouais, je sais plus combien de temps dure le film, mais ça m'a paru durer une éternité. Et pourtant, Robert De Niro est incroyable dedans, la photographie est superbe, mais alors, oh, quel ennui. Donc je m'excuse auprès des gens qui adorent ce film. Eh ben, ça va peut-être être une coïncidence, mais j'aurais répondu comme toi, donc je ne peux qu'approuver ce que tu dis. Ah, et tu vois, j'étais sûr que j'allais t'énerver parce que je sais que tu adores Martin Scorsese, donc J'ai revu plusieurs fois, j'ai essayé, et autant je trouve les scènes de combat absolument magnifiques, autant j'ai envie de me taper ma meilleure sieste entre les scènes de boxe. Comme quoi, hein. Mais oui, oui, non, Spike, je suis d'accord, ouais. c'est la volonté, mais parfois ça matche pas. C'est ça, ouais, j'ai pareil. Alors, je l'ai vu, moi, comme je disais, il y a plus de 20 ans maintenant, donc il faudrait peut-être que je leur donne sa chance. Oh, après, avec le temps, il se bonifie, et je pense qu'il y a quand même des qualités, mais c'est vrai que je, je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Visiblement, ils l'ont pas vu ou ils comprennent. Je, je- je propose qu'on passe à la question suivante, qui je crois aussi t'as un peu travaillé. C'est la question du grand film incompris. Alors, c'est pas tant le. Une fois que j'ai compris vraiment ce que tu voulais dire par là, j'ai trouvé immédiatement. Donc, quand tu parles de grand film incompris, en fait, c'est un film que je considère important, mais dont on entend peu parler. Donc là, j'ai choisi Seconds de John Frankenheimer. Donc, c'est un film qui date de 1966 et qui raconte. C'est avec Rock Hudson. Et qui raconte l'histoire d'un banquier qui s'ennuie. Il s'ennuie dans sa vie de tous les jours, il a la cinquantaine, voilà, il voit qu'il a dépassé la moitié de sa vie et que sa vie est faite et donc il n'a plus rien à en entendre. Donc il a envie de redémarrer, donc il s'inscrit dans un programme qui lui permet de passer pour mort et suite à une opération de chirurgie esthétique, il va pouvoir redémarrer une vie qui va mieux lui convenir. Mais évidemment, ça va très mal se passer. Alors c'est un très grand film en noir et blanc. Un des rares films de l'époque de Frankenheimer où Burt Lancaster ne joue pas, mais malheureusement, mais ça fait partie de. Pour Frankenheimer, à cette époque-là, c'était une espèce de trilogie de la paranoïa, donc dans lequel il y a ce film-là. Il y a un film dont évidemment j'ai oublié le titre avec Burt Lancaster et Kirk Douglas sur une possible attaque nucléaire. Et le troisième film, là, évidemment. Ah oui, c'est Une balle dans la tête, évidemment. Ouais, avec un très, très, très grand film. The Manchurian Candidate, le titre original. Et donc, Seconds, si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande chaudement. Eh ben, écoute, visiblement, on le connaît pas et tu nous as séduits tous, hein. Moi, comme le chat, visiblement. Ça, je pense que ça va pas rester Ah, incompris en XP tout cas. Ouais, XP qui expliquait que Rock Hudson c'était un acteur de comédie. Effectivement, là c'est un rôle complètement à contre-emploi, c'est un rôle très sérieux. C'est très étonnant d'ailleurs parce que Rock Hudson c'est le personnage principal du film, mais il n'apparaît qu'au milieu du film, une fois l'opération réussie. C'est toute la beauté de ces passe-passe de chirurgie esthétique dans les films. Et le film fut un échec colossal à l'époque. Il a vraiment pas trouvé son public. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça fait un peu le lien avec ce dont on va parler ce soir, des échecs commerciaux qui Ouais. sont les grands films. Ah, Ah, il a eu quelques succès quand même, Carpenter. ouais, on y reviendra, j'en suis sûr. Je voulais savoir quel était ton plaisir coupable. Euh, mince, je n'avais pas noté cette question, donc je ne sais pas. Alors déjà, ma première réponse à ça, c'est pour moi, il n'y a pas de plaisir coupable, il n'y a que du plaisir.
Alors, la réponse évidente, voilà, comme ça, au débeauté, sans y réfléchir, c'est Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Je peux voir ce film tous les mois et à chaque fois, ça va me faire hurler de rire. J'adore ce film. C'est complètement over the top. Jean-Claude Van Damme prenait de la coke par sachet de je sais pas combien. Et l'acteur qui joue Bison, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais le chat va nous le donner, et prenait aussi beaucoup de drogue, mais c'était des drogues pour lutter contre son cancer, parce qu'il était mourant à l'époque. Donc le réalisateur passait son temps à délivrer soit de la coke à Van Damme, soit des calmants au personnage qui joue Bison. Eh ben, visiblement, il y a. Raoul Ils Julia, sont. voilà, merci XP. Ah, je l'avais sur le bout de la Je suis langue, un peu merci stressé, XP. donc je suis un peu stressé, donc j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Donc je m'excuse par avance. Donc je compte sur le chat pour m'aider sur les noms et les dates et toutes les erreurs que je vais pouvoir faire. Bon, mais tu ne feras pas d'erreur, voyons. On a tous pleine confiance en toi là-dessus. La question suivante est. Peut-être que tu vas me surprendre, mais quel est le film qui t'arrache une larme? Alors je pleure très facilement au cinéma. Donc ça a été pas facile pour moi de trouver parce que à partir du moment où je m'implique avec les personnages et je suis impliqué dans l'histoire, si quelque chose se passe, soit de très émouvant, soit de très triste, je vais marcher à fond et donc je vais lâcher ma larme. Et donc j'ai noté deux films dont je me souviens vraiment, qui m'ont fait pleurer à chaudes larmes. Le premier, c'est Sur la route de Madison de Clint Eastwood, avec Meryl Streep, qui est une histoire d'amour qui se termine pas. Ouais, je vais éviter de raconter la fin pour ceux qui l'ont pas vu, mais voilà. C'est un film merveilleux sur une histoire entre un homme et une femme qui ont passé largement la quarantaine, mais qui se rencontrent pour un week-end et qui tombent amoureux, et ça va changer leur vie à jamais. Et le deuxième film auquel j'ai pensé, c'est Parle avec elle de Pedro Almodovar, que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. J'ai jamais voulu le revoir, tellement j'ai passé la dernière demi-heure du film en larmes, à chaudes larmes, sans arrêt. Donc je ne veux plus, je ne veux plus revivre ça, donc je ne le reverrai jamais. Est-ce qu'il y a eu des pleurs devant le Street Fighter de Jean-Claude Van Damme? Ah oui, mais des pleurs de bonheur, C'est des. pleurs de Il en faut. rire, Il en faut des belles larmes comme ça aussi. c'est ça. Je voulais savoir quel est le film pour toi pour une soirée à plusieurs? Alors, il y a Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, déjà, ça marche à chaque fois. Spike, la semaine dernière, avait cité La Cité de la Peur. C'était un choix vraiment évident et qui marche à tous les coups. Moi j'avais pensé à C'est arrivé près de chez vous. Mais pour avoir un choix un petit peu plus atypique, je pense à un film norvégien qui a eu un petit succès un petit peu pour les amateurs de bis. Alors, le titre norvégien, c'est Deux Snø, donc c'est Dead Snow, le titre qu'on a eu en France. C'est l'histoire, c'est des zombies nazis qui s'attaque à des jeunes qui sont dans un chalet. Voilà, faut pas prendre le film pour autre chose que ce qu'il est, une série Z assez bien faite, mais voilà, c'est très rigolo. Ouais, de quoi passer assurément une bonne soirée entre amis. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai vu avec des amis, on a beaucoup rigolé. Il faut avoir bu un petit peu avant, quoi. Mais je l'ai moi sur ma liste des films que je dois voir en soirée, celui-là, mais je l'ai pas encore rattrapé. Et du coup, tu me vends du rêve pour Dead Snow. Ouais, t'attends pas un grand film quand même, hein. Oui, mais non, mais c'est. Enfin, déjà, un speech, je pense, avec des zombies nazis, ça plante le décor. Ah, c'est ça. Qui est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles? Alors, je vais très peu au cinéma maintenant, donc l'acteur qui me pousse dans mon canapé pour voir un film, ça marche à tous les coups, c'est Burt Lancaster. Euh, je, voilà, je me lasse pas de son physique, de son charisme, de son jeu, de tous les films dans lesquels il joue. C'est un acteur un petit peu comme DiCaprio aujourd'hui ou Brad Pitt qui choisit très bien ses films et ses réalisateurs. Comme j'en parlais plus tôt, il a beaucoup travaillé avec John Frankenheimer. Mais si je devais choisir quelqu'un de vivant maintenant, qui faisait à l'époque, quand j'allais encore au cinéma, dès qu'elle sortait un film, j'allais en salle pour voir ce qu'elle faisait, c'est Jodie Foster. Et d'ailleurs, j'ai vu que son dernier film était disponible maintenant sur Amazon. Je ne l'ai pas encore vu, The Mauritanian, mais je vais rattraper ça dès ce week-end, je pense. Ça tombe Et bien Jodie puisque Foster, elle a une filmographie impeccable, une- une super personne, en plus qui parle un français parfait, tout pour tu, plaire. tu dois être ravi qu'elle ait la palme d'honneur dans quelques jours à Cannes.
Et pour quel film? Je crois que c'est pour la carrière. Peut-être le chat, Ah, vous avez d'accord. plus d'infos que nous là-dessus. Il me semble que c'est pour sa carrière. Oui, il y a un excellent docu sur elle sur Arte. Merci de le préciser, XP. Je ne l'ai pas vu encore, donc il faut que je le voie. Voilà. Ce sera Et je pour. sais que XP est comme moi très fan de Mel Gibson, et Mel Gibson a beaucoup travaillé avec Jodie Foster. Et je crois que leur première collaboration, c'était dans un film que j'aime beaucoup, c'est Maverick, une comédie, une western. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un western ou une comédie, ou les deux à la fois. C'est un petit bijou réalisé par Richard Donner. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, mais si ce n'était pas le cas, je te le conseille. Non, c'est une des rares collaborations entre Mel Gibson et Jodie Foster que je n'ai pas encore vue. Et c'est bien, c'est qu'à l'apéro ciné, on remplit nos watchlists pour la semaine. Je voulais savoir quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma. Le popcorn. C'est une des raisons pour laquelle je ne vais plus au cinéma, c'est d'avoir des gens qui mangent à côté de moi et qui font du bruit, et ça m'énerve. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien être dans l'ambiance, j'aime bien m'impliquer avec le film, avec les acteurs, et avoir des distractions autour de moi, ça me gêne. Mais si tu pensais euh, à ce que je n'aime pas dans un film, il y a quelque chose que je n'aime pas avec le cinéma actuel, c'est la systémisation d'utilisation des CGI aux dépens des effets pratiques ou des cascades. Ça a le don de m'agacer de voir des films dans lesquels des cascades qu'on faisait avant avec de vrais acteurs, avec de vrais risques, on ne le fait plus, on le fait plus du tout. Et je trouve que ça perd en authenticité et donc ça perd pour moi je perds en immersion. T'as plus ce côté, mais comment ils ont fait quoi devant un film. Et j'aime bien le côté artisan, ouais, du cinéma. J'aime bien voir des effets imparfaits, mais auxquels je crois plus que des choses parfaites faites par ordinateur que je trouve froides et pour moi sans intérêt. Mais bon, c'est très personnel, hein. C'est mon côté vieux con. Je m'excuse par avance. Ah non, ouais, je pense que tu ne dois pas être le seul. Euh, voilà, il y a déjà Ron qui est dans ton, qui est dans ton, Ouais, ouais, ça m'étonne pas, hein. Je l'écoute dans son podcast, je sais ce qu'il pense aussi là-dessus, hein. voilà. Euh, je voulais savoir, toi qui visiblement ne vas plus en salle et tu restes chez toi, je voulais savoir si pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma. Eh bien non, pour moi le streaming c'est le présent du cinéma. C'est peut-être triste à dire, mais on voit que beaucoup de réalisateurs de très grands noms maintenant sortent leurs films directement sur Netflix. On a eu The Irishman avec Scorsese, on a eu Cuarón, on a les frères Cohen, Bong Joon-ho, et même Michael Bay maintenant fait des films sur Netflix directement. Je pense que ça y est, on y est, on a passé le cap où le streaming n'est plus le grand méchant loup dont il faut avoir peur, c'est le grand méchant loup qui a déjà gagné le combat en fait. Et la Covid n'a fait qu'accélérer le, le processus, à mon sens. Mais bon, c'est voilà. La VHS n'avait pas réussi à tuer le cinéma, le DVD non plus, mais je pense que le streaming va définitivement enterrer pour moi les salles de cinéma. Les salles de cinéma existeront toujours pour le côté un petit peu foire, l'art forain pour aller voir un grand événement. Donc je pense que quand le prochain Star Wars sortira ou le Avatar 2 de James Cameron, effectivement les gens se précipiteront dans les salles, mais c'est tout ce petit cinéma du milieu, moi c'est le cinéma que j'aime. Celui-là, pour moi, au cinéma, c'est fini. Il y a plus d'économie pour ce genre de film. Il y a un truc intéressant que tu disais, tu parlais dans les grands réalisateurs de Michael Bay, déjà on ne peut qu'approuver le fait que Michael Bay. J'ai fait exprès hein, de le citer, mais même un réalisateur comme lui, donc qui est vraiment fait pour la salle de cinéma avec des explosions dans tous les sens, même lui fait des films pour Netflix maintenant, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment là-dessus, enfin ce qui m'a interpellé dans ce que tu viens de dire, c'est que même quelqu'un comme Michael Bay maintenant se tourne vers les plateformes. Ou quelqu'un comme Zack Snyder aussi qui fait du cinéma de spectacle avec moins de réussite que Michael Bay, je pense. Et j'ai beaucoup de problèmes avec ce discours qui consiste à dire le cinéma, ça se voit absolument au cinéma, les films se voient absolument au cinéma. Évidemment que j'ai vu beaucoup de grands films au cinéma. J'ai été ravi d'aller découvrir un Corbucci qui passait à la Cinémathèque près de chez moi, et que c'est une autre expérience que de le voir dans mon canapé. Mais par contre, la plupart, tous les films dont on va parler ce soir, tous les films de John Carpenter, moi je les ai vus à la télé. C'était même pas en DVD, ça passait à la télé quand j'étais ado. Et c'est pas pour autant que j'ai pas été emporté par ces films. Le cinéma se voit de plein de manières.
Je fais pas partie de ces gens qui considèrent que c'est bien de regarder un film sur son téléphone dans le métro, mais il y a un juste milieu quand même. Il y a, il y a Spike qui envoie une petite pique. Alors moi, je suis pas objectif, je te connais assez pour savoir ce que tu vas répondre, mais il dit que Zack Snyder ne fait pas de cinéma. Ah ouais, ouais, j'aime pas du tout Zack Snyder. Mais d'ailleurs, je ne vois plus ses films, donc les trois derniers films de Zack Snyder, je ne les ai pas vus. Donc je préfère. Ouais, on rejoint ce que je disais au début sur les films Marvel et les Godzilla versus Kong et tout ça, c'est pas le cinéma que j'aime. Donc, Je fais une petite aparté spontanée dans le questionnaire de Proust, mais toi qui es un fan de comics, c'est quoi le dernier grand film de comics? oh là là, Je suis un salaud, hein, je sais. Euh, ouais, en fait, il y en a très peu pour moi des très bons films adaptés de comics. Je sais pas si c'est le dernier vraiment, mais celui qui m'a le plus marqué dans ces dernières années, et ça commence à remonter maintenant, c'est History of Violence de David Cronenberg. Mais donc, tu vois, ça remonte vraiment à plusieurs années. Hmm. Pour tout ce qui est Marvel et DC, ben non, il y a pas de bons films, non. Il y a quelques films devant lesquels tu peux évidemment passer un moment sympathique, mais ce ne sont pas des bons films. Petite question, peut-être que l'on va voir le réalisateur du jour. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma. Alors j'ai fait exprès de pas mettre de John Carpenter dans cette liste, et je n'ai pas mis Stanley Kubrick parce qu'il est hors catégorie pour moi, et parce que tes précédents invités à chaque fois l'ont cité, et je pense que tes prochains invités le citeront encore. Donc j'ai essayé de trouver d'autres noms, et le premier nom qui me vient en tête pour moi, qui est une évidence, c'est Sam Peckinpah, qui est oui, un cinéaste fou et génial à la fois, qui a été révolutionnaire et complètement en marge, et en même temps qui a essayé de s'intégrer au cinéma, un petit peu comme Carpenter. Et le deuxième, c'est un cinéaste beaucoup plus classique, qui a énormément de thématiques communes avec John Carpenter aussi, c'est Clint Eastwood, qui a vraiment dont la filmographie m'a accompagné toute ma vie de ses rôles dans les westerns avec Sergio Leone en tant qu'acteur, mais ensuite en tant que réalisateur. Il a très 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 peu de faux pas. C'est vraiment un réalisateur que j'apprécie énormément. Et le troisième, on l'a cité plus tôt, c'est James Cameron. Parce que pareil, il m'a accompagné toute ma vie. J'ai adoré tous ses films jusqu'à Avatar. Euh, voilà, c'est dans des styles très différents. Voilà les trois réalisateurs qui font mon panthéon personnel. C'est un très joli panthéon, hein, en tout cas. Je pense que voilà, déjà, Spike reconnaît que tu es un spécialiste, déjà Ouais, par non, cette non, trinité. non, non, mais alors vraiment, je suis pas du tout un spécialiste de cinéma. J'ai beaucoup de mal à réfléchir au cinéma et à aller au-delà justement du plaisir du moment et à passer en mode analyse. Pour moi, le cinéma, c'est viscéral, et j'apprécie l'histoire du cinéma, j'apprécie connaître la vie des gens qui le font, mais comprendre vraiment les thématiques des films que je regarde, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc je suis pas du tout dans la même démarche que toi, par exemple, Antoine, qui essaye de décrypter un peu tous les films que tu vois, et d'y réfléchir. Moi, je suis pas du tout dans cette démarche intellectuelle et cérébrale. Mais t'es dans Loin l'émotion, dans d'être le un ressenti, en spécialiste. fait. Ouais, c'est ça. Et enfin, pour clore ce questionnaire de l'auteur d'À la recherche du temps perdu, je voulais savoir quel était ton film ultime. Bah alors là, je vais être obligé de citer Stanley Kubrick. C'est Barry Lyndon. Le film qui m'a le plus ému, qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus pour tout, le côté pour l'histoire, pour les acteurs, pour la lumière, pour le choix des cadres. C'est un film absolument incroyable. La première fois que je l'ai vu, je ne croyais pas ce que j'avais vu. C'était tellement, ça me paraissait incroyable. Alors pour le coup, je n'ai jamais vu Barry Lyndon sur grand écran. Ça, si j'ai l'opportunité un jour, je vais y aller. S'il y a un directeur de salle en Norvège qui veut programmer Barry C'est ça. Lyndon, Le qui est sur problème, le... c'est que la cinémathèque est fermée depuis maintenant 18 mois, donc j'attends avec impatience sa réouverture. Faut espérer. En France, la situation s'améliore. Il n'y a pas de raison qu'en Norvège, ça ne soit pas le cas. Euh, alors, vu qu'on a fini sur ce questionnaire, habituellement on vous parle de news.
Mais je pense qu'on n'avait pas vraiment l'envie de revenir sur la seule chose qui aurait pu faire office de news, à savoir la sortie du film de la fille, pardon, de Vincent Ladon et de Sandrine Kiberlin Suzanne. Donc du coup, il n'y a pas de news ce soir et je vous propose, et je te propose, Cédric, si tu es d'accord, qu'on saute cette case-là et qu'on parle directement de John Carpenter. Allez, allons-y. Le gros morceau Voilà. de Big John. Est-ce que tu veux présenter le bonhomme ou est-ce que tu veux que je m'en charge? Écoute, on peut le faire tous les deux. Je peux commencer, puis si j'oublie des choses, tu m'arrêtes et puis tu complètes si ça te Oui, va. avec grand Ça se plaisir. voit qu'on a rien préparé, donc ça va Mais se voir un peu, hein, mais bon. c'est spontané, c'est Alors, c'est la chose. je précise que je fais tout ça sans notes, donc je te demande de me corriger, je demande au chat de me corriger. C'est vraiment de mémoire de ce que je connais de lui, de ce que j'ai pu lire un tout petit peu cette semaine, mais voilà. Donc, John Carpenter, il est né en 1948, près de New York. Et donc, il est de cette génération des cinéastes, la même génération que Spielberg, que Joe Dante, que David Cronenberg qu'on citait avant, que John Landis, auquel on va souvent le comparer. Euh, mais il a pas grandi à New York, sa famille a déménagé dans le Kentucky, vraiment dans un trou paumé. Et c'est là qu'il a développé son intérêt pour le cinéma, notamment par sa mère, qui l'amenait souvent voir des films, et notamment les films de John Ford, de Hawks, ou tous les films un petit peu bis de l'époque avec ce cinéma des années 50 de science-fiction. Et c'est un cinéma qui l'a beaucoup influencé. D'ailleurs, il va en faire un remake, notamment d'un de ceux-là, pour The Thing, film de Howard Hawks. Et c'est à la fin des années 60 qu'il va aller déménager à Los Angeles pour commencer ses études de cinéma à l'USC, une grande université sur le cinéma. Et c'est là-bas qu'il va développer son premier film, qui sortira en 1975, qui s'appelle Dark Star, avec un certain Dan O'Bannon, qui est scénariste sur le film, et qui réutilisera la trame de ce film Dark Star après sur le scénario d'Alien de Ridley Scott. Est-ce que tu veux compléter un petit peu Je Bah, sais que Dark Star, c'était son projet avec lequel il a complété son master à l'époque. Ah, bah, je n'avais pas cette info, tu vois. Non, moi si j'étais embêtant, je te dirais que aussi dans le Kentucky, il a appris, on y reviendra tout à l'heure, il a appris un peu la musique, parce que c'est ce qui a quand même une Et place son importante. père était, son père était musicien, ouais, il était professionnel si je ne me trompe pas. Et il a appris la musique à ses côtés, ouais. Mais il est complètement autodidacte. Il n'a pas fait d'école de musique, il a appris vraiment tout seul. D'ailleurs, ça s'entend dans ses thèmes, dans la simplicité de ses thèmes, d'ailleurs, hein. Il est très, très dans l'épure. Et oui, voilà. Mhm. Euh, Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que quand il est arrivé à l'école à l'USC, il avait absolument aucune base théorique. Il connaissait rien du tout à la technique, et c'est ce qui fait que ses professeurs de l'époque ont considéré qu'il avait une chance de réussir parce qu'il prenait tous ses échecs lors de ses apprentissages comme un moyen d'apprendre et de faire un petit peu mieux à chaque fois la fois d'après. Et j'ai vu une interview d'un de ses anciens professeurs qui expliquait que les gens qui arrivaient avec un gros bagage technique, justement, considéraient qu'ils n'avaient pas à apprendre de leurs erreurs et qu'ils savaient déjà tout. Et c'est ces gens-là qui ne faisaient pas carrière. Et des gens comme John Carpenter qui sont arrivés complètement vierges, eux, réussissaient justement à apprendre énormément très rapidement. oui, et je me permets de citer que Et c'est c'est quand dans même le. incroyable. Dark Star, c'est un film. Dark Star, c'est un film d'étudiant, et pourtant, il est déjà assez abouti, hein. Moi, il a plein de défauts, hein. Mais c'est un film qui est quand même sorti au cinéma. Hmm. Et je me permets de profiter pour faire un peu de pub au passage, parce que la citation que tu extrais, elle vient, si je dis pas de bêtises, du documentaire Big John, qui est actuellement dispo sur Arte et C'est c'est ça. que moi je recommande, et je pense que toi aussi, tous ceux qui l'ont pas encore vu. On n'apprend pas énormément sur lui. Par contre, ce qui est vraiment passionnant avec ce documentaire, c'est qu'on le voit au travail et on voit la personne qu'il est, une personne très simple qui a aucune ambition personnelle d'autre que de distraire les gens. C'est très touchant, j'ai trouvé. De le voir avec ses vêtements pas terribles, sa voiture pas terrible, mais qui considère que son travail est assez pas minable, mais moyen plus, voilà, on dira. Il se considère pas comme un grand cinéaste, loin de là, hein.
mais Très qui... humble comme personne. Ouais, voilà, c'est ça. La notion d'humilité qui ressort de ce documentaire, je trouve. Et je voulais donc, profiter un peu pour ceux qui connaissent pas bien qui est John Carpenter dans le chat, peut-être qu'on brasse un peu son portrait par ses thématiques. Notamment, il y en a une qui me saute aux yeux, moi qui... il y a encore 15 jours, j'étais un néophyte en John Carpenter, et pour préparer cette émission, j'ai beaucoup rattrapé, et notamment la première thématique, si je puis dire, qui m'a sauté aux yeux, c'est la notion du mal et la figure du mal dans ces films. C'est une figure alors, qui n'est pas présente dans tous ces films, mais qui est un thème vraiment récurrent, et ce presque depuis le début. Son vrai premier film professionnel, c'est Assaut. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment considérer que le mal est vraiment le thème principal de ce film-là, mais en tout cas sur le film d'après, Halloween, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est ce qui reviendra dans la plupart de ces films dans lesquels le mal incarné est une figure principale. C'est ce côté inatteignable, ce côté lointain. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un cinéma très démonstratif, très gore. Dans Halloween, par exemple, la figure du mal, elle est présente de loin à chaque fois. On la devine plus qu'on ne la voit. Et ça va être un thème avec lequel, en tout cas, un moyen de procéder avec lequel John Carpenter va utiliser de film en film. C'est vrai qu'il y a chez Carpenter une dépersonnification du mal presque, qui, euh, qui décuple l'horreur. Moi, j'ai découvert Halloween il y a 3-4 jours, et j'ai vraiment ressenti devant une peur, justement, que tu expliques assez bien, je trouve, cette peur, en fait, de ne pas savoir, en fait, qu'est-ce que c'est que ce mal. Ça prend un peu le Et contre-pied. ça va revenir, et ça va revenir dans plein de films, hein. The Fog, c'est la même chose. C'est un petit peu comme à l'image des oiseaux d'Hitchcock. C'est ce phénomène naturel qui est une menace, qui est le mal. On ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est là, et cette menace lancinante va venir. Un autre film qui est pas du tout connu, parce que c'est un téléfilm, qui s'appelle Meurtre au 42e étage en français. euh, qui est, je ne sais pas si tu l'as vu, qui Non, est je l'ai pas vu celui-là. Je- clairement un autre hommage à Hitchcock. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'installe dans un appartement dans une tour, et vis-à-vis de cette tour, il y a une autre tour, et donc qui se font face. Et elle apprécie énormément laisser les rideaux ouverts. Elle peut pouvoir profiter de la vue, elle peut voir la ville. Et sauf qu'il y a quelqu'un qui habite en face, qui l'espionne et qui va commencer à la harceler. D'abord par des coups de fil, et puis après en lui envoyant des cadeaux. Cette personne-là, on la verra que vraiment que dans les 5 dernières minutes du film, et ça va être complètement anticlimatique parce que la révélation de son identité vraiment ne nous apporte rien. En fait, ce n'est pas quelqu'un qu'on avait vu auparavant, c'est vraiment et même toute la confrontation qu'il va y avoir avec le personnage principal, presque comme dans Halloween, on ne verra quasiment pas son visage. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Carpenter. Ce qui l'intéresse, c'est d'étudier comment le personnage principal va réagir au mal plus que le mal lui-même. C'est c'est le prisme du Et mal par l'œil humain finalement. Je sais pas ce que tu en C'est penses. ça, et il va pousser le vice jusqu'à dans The Thing, à avoir un adversaire, un personnage qui incarne le mal, dont on ne verra jamais le vrai visage, puisque en fait ce monstre, cet alien, prend forme humaine justement. Donc, ça renforce ce côté paranoïaque qu'on retrouve dans beaucoup de ces films. Mais ouais, ouais, je reviens sur ce que Ron dit. Il parle vraiment du huis clos en fil conducteur. Le huis clos qui a The Thing évidemment qui tourne vraiment autour du huis clos. Il y a Asso aussi qui est un huis clos, je pense. Son amour pour Howard Hawks, en fait, c'est de là que ça vient, hein, cet amour du huis clos, parce que Asso, c'est un remake à peine caché de Rio Bravo de Hawks, et Carpenter adore ça, avoir une situation, un huis clos, ou alors un espace prédéfini qui va souvent montrer dès le départ. Je ne sais pas si tu te rappelles du début de Asso, mais il va nous présenter tout le commissariat. Comme ça, on est familiarisé avec l'environnement, et on saura à chaque fois, quand une scène se déroulera plus tard dans le film, exactement où on est.
Et il va faire la même chose avec The Thing, où il va nous présenter tout le complexe qui se situe dans l'Antarctique, où il va nous présenter toutes les pièces. Je ne sais pas si tu te rappelles du début du film Alien de Ridley Scott, où Ridley Scott va nous balader dans le Nostromo au début du film pour nous présenter vraiment l'environnement. C'est une technique assez classique pour un huis clos, pour comprendre exactement l'environnement dans lequel les personnages vont se situer, pour savoir, pour que le lecteur soit en immersion totale. Oui, et il y a ça, et étonnamment, en fait, cette notion de présentation des lieux, euh, moi, c'est dans Halloween que je l'ai remarqué le plus, tu vois. La Ah présentation oui, des bien maisons sûr. comme ça Ah ouais, dans la ville. avec la scène d'introduction aussi, où on voit avec les yeux du tueur, donc on ne sait pas encore que c'est un enfant, on découvre toute la géographie de la maison qu'on retrouvera à la fin du film également. Voilà, c'est là, alors n'importe, c'est pas forcément celui qui traite le mieux la figure du mal, mais peut-être celui qui est le plus évident dans la filmographie de Carpenter pour moi en termes d'introduction de l'espace et du contexte, c'est New York 1997. Ah ouais, oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, il joue avec ça dès le départ en nous montrant carrément une carte de New York, comme si on ne savait pas à quoi ressemblait New York. Alors c'est une carte très stylisée, très euh, qu'on qu'on croirait presque sorti d'un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que New York 97 va inspirer des jeux vidéo comme Metal Gear Solid, par exemple, où le personnage principal est directement inspiré de Snake Plissken. Mais pour revenir un peu sur cette notion du mal, tu parlais d'Alien, et voilà, c'est un lien qui a été fait à la sortie de The Thing. Évidemment que le film a d'ailleurs été démonté en bonne partie pour ça. Pourtant, j'ai la sensation euh, que Carpenter est peut-être un peu moins sensationnaliste que Ridley Scott. Je sais pas ce que tu en penses. Lui, l'horreur visuelle, le gore, ça l'intéresse pas. Il y a quelques scènes dans The Thing, mais qui sont dues aux effets de Rob Bottin, qui sont très organiques, très visuels. Mais la plupart du temps, dans ces films, oui, il y a peu d'horreur. Même dans Halloween, qui est un slasher, avec des coups de couteau, normalement, qui pourraient aller dans tous les sens, il n'y a pas tant de sang que ça. Et c'est pas du tout ce qui l'intéresse, hein. Vraiment, lui, c'est l'introspection, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'indicible. C'est pour ça que c'était un excellent choix pour réaliser un film Lovecraftien, qu'il fera plus tard dans sa carrière, qui est une adaptation, la meilleure adaptation de Lovecraft, qui n'est pas une adaptation de Lovecraft, avec L'Antre de la Folie. Ah, ça, c'est évident. Que l'antre de la folie, peut-être, est, euh, est le plus Lovecraftien des films de Ou Carpenter. ouais, ou le Prince des Ténèbres également, avec une autre incarnation du mal, le mal absolu qu'on ne voit pas, on le verra jamais de tout le film. On verra un bras, un bout de bras, c'est tout. Et tout le film, on passe notre temps à craindre l'arrivée de ce diable, de ce mal absolu, qu'au final, on verra jamais. Pour des questions de coût, peut-être, hein, d'économie, pour des questions de... Mais je pense que Carpenter fait partie de ces réalisateurs qui sait utiliser son budget au mieux, ses limites, pour pouvoir justement nous présenter pour nous faire rentrer dans un univers. On parlait d'Halloween et voilà, alors je suis pas un expert sur cette période-là du cinéma, mais si je dis pas de bêtises, c'est le premier gros succès du style du slasher, si je dis pas de bêtises. Euh, Pourtant, alors je suis pas un expert en slasher, mais j'ai l'impression qu'il dénote dans le style. Je sais pas ce que t'as eu comme ressenti toi là-dessus. Alors, c'est pas le tout premier slasher, il y a eu d'autres slashers avant, mais c'est un slasher qui a posé quasiment toutes les règles pour les slashers qui ont suivi. Alors, Ron, qui est dans le chat, s'y connaît beaucoup mieux que moi dans ce style-là, mais il dénote pas tant que ça, parce que, comme je le disais, il va définir les règles. Ce qui dénote par rapport à ce qui suivra, c'est le talent de Carpenter. Tout simplement, le talent de mise en scène de Carpenter qu'on n'aura pas dans tous les slashers de seconde zone qui sortiront dans la décennie qui va suivre. J'en profite, Cameron, sur le chat. Moi, je trouve ça très intéressant, qui dit que Halloween, justement, joue sur la participation du spectateur en faisant apparaître le tueur et la victime dans le même plan. Et j'avais envie de rebondir là-dessus. Euh, Attends, je vais juste. Il y a une scène qui est vraiment mythique, hein. C'est vrai qu'il y a une scène où on voit personnage interprété par Jamie Lee Curtis avec on la voit au premier plan et on voit le décor qui est derrière elle qui est complètement noir. Et le spectateur sait
que ce qu'il y a dans le noir, c'est justement Michael Myers. On sait qu'il est là, on l'a pas encore vu, mais on le devine. Et quand il apparaît, on n'est pas surpris, on est en connivence en fait. Et évidemment, on a peur, on avait peur pour elle avant même de le voir. C'est vraiment génial. Et, ce qu'il faut dire avec Halloween, c'est qu'à la base, c'est un film de drive-in, hein. C'est un tout petit budget, c'est 300 000 dollars de budget. Et toute la scène d'ouverture du film, qui est vraiment un miracle, hein, quand on la voit pour la première fois et qu'on apprend à la toute fin de la scène que c'est un enfant, hein, qui vient de commettre ce crime atroce, c'est une scène qui a été tournée en un jour, le dernier jour du tournage. Moi, je sais quand j'ai vu l'enfant, mais j'ai été assis, donc je suis pas tombé de ma chaise, mais pour le coup, c'est une des scènes d'intro qui moi m'a le plus scotché, tout film confondu. Et ça montre vraiment le talent de mise en scène de Carpenter. Avec 3 fois rien, il arrive à faire quelque chose. Et encore une fois, il est tout jeune à l'époque, il n'a pas 30 ans et il a juste un film derrière lui, un vrai film professionnel derrière lui, c'est Asso, qui est déjà une grande réussite sur le plan formel aussi. Et je voulais rebondir sur ce que Ron disait justement. En fait, est-ce que Carpenter, c'est pas le mal à l'échelle humaine en fait? C'est pas l'opposition entre nous et le mal? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que ça dépend vraiment des films, hein, parce que si je pense à ses derniers films comme Vampire et Ghost of Mars, par exemple, je ne crois pas qu'on puisse dire ça de lui. Sur ses premiers films, peut-être oui, plus. Il est assez éclectique, hein, Carpenter, il a pas mal évolué, alors il a fait des films sur une courte durée, en fait, sur une vingtaine d'années au final. Mais il a pas mal évolué dans ses choix de prédilection sur ces thèmes. Donc je ne sais pas si le chat est d'accord avec moi là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais pas si tu as vu ses derniers films, d'ailleurs, Vampire et Ghost of Mars. Je mentionne pas The Ward parce que c'est pas un film de John Carpenter. Il est raté. Ben, je me suis arrêté, je reprends, on parlait de Big John tout à l'heure, où c'est Jean-Baptiste Torret, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est Jean-Baptiste Torret ou Nicolas Sada qui le dit, qui est un peu le style John Carpenter s'arrête avec Los Angeles 1993, 2013, pardon. J'ai inversé entre les Ouais, alors moi, j'arrêterais même avant. Pour moi, le dernier vrai bon film de John Carpenter, c'est Invasion Los Angeles. Je trouve Los Angeles 2013 assez raté. Il est jubilatoire par plein de côtés, mais je trouve il est trop raté par d'autres côtés qui font. Pour moi, c'est déjà la fin du grand John Carpenter. Il n'arrive pas du tout à la cheville de New York 97. Peut-être parce que, enfin, moi, Los Angeles 2013, je l'ai vu comme un remake de New York 1997. Bon, ça, je pense qu'on sera assez d'accord. En plus gras, en plus gros, en plus spectaculaire, comme pour prendre le contre-pied peut-être des avis qu'il avait eu à l'époque sur le premier. Ah, c'est vrai que, en plus, j'ai oublié Land de la folie. C'est vrai que c'est. Ouais, excuse-moi, tu as raison. Mince, qui est cette personne, ce C'est pseudo Quentin, c'est JK de Quentin. maintenant? C'est Quentin, voilà. Est-ce que tu as raison, Quentin, Land de la folie? Oui, évidemment, c'est un grand film. Mais pour revenir sur Los Angeles 2013, moi j'aime bien le final et tout qui pour moi est un final de fin de carrière finalement de cinéaste. Tout à fait, et je vais reprendre le commentaire de Spike qui a raison, qui dit que c'est un film qui est décomplexé et il part dans tous les sens. C'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il était jubilatoire, je suis totalement d'accord, mais il dit qu'il est presque kitsch volontairement, et effectivement, il est clairement kitsch. Il y a la scène du surf, c'est incroyable qu'il s'est dit que cette scène-là allait passer, quoi. C'est c'est ce qui fait que j'ai du mal avec ce film. J'ai du mal à le prendre au sérieux. En fait, c'est un film qui est très méta, où il parle de sa condition à Hollywood avec les yeux de Plisken. Et il est tellement cynique, tellement... il est plein d'ironie que j'ai du mal à prendre le film au sérieux et vraiment à m'immerger dedans. Je suis passé à côté de ce film-là. Et tu l'as dit, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Los Angeles 2013, ça illustre peut-être le mieux les rapports un peu compliqués de Carpenter et Hollywood. Il a voulu, Carpenter, il a rêvé de réussir à Hollywood. Il se rêvait en Spielberg. Carpenter, il a eu une carrière de cinéaste, presque exclusivement de cinéaste indépendant. Il a fait quelques films de studio et à chaque fois, les expériences ont été douloureuses. Donc, il a fait The Thing qui s'est complètement planté parce qu'il est sorti à une semaine d'écart avec E.T. Évidemment, c'est à l'époque le cinéma paranoïaque de Carpenter n'a pas fait recette. C'est vraiment E.T. qui a cartonné. Ensuite, il a enchaîné avec un film de pure commande qu'il a pas vraiment adoré faire, c'est Christine.
Oui, d'ailleurs, c'est une adaptation de Stephen King qu'il a fait relativement fidèlement et qui a pas rencontré un succès incroyable. Et il a enchaîné ensuite avec quel film il a fait après? J'ai un trou évidemment. C'est Euh, c'est pas Starman après? J'ai un trou, je c'est reprends. Starman, voilà, c'est ça, c'est ça. Il a enchaîné avec Starman, qui a un très joli film, vraiment que j'ai découvert pour préparer cette émission. Et, euh, et- mais pareil, qu'il n'a pas rencontré un succès vraiment fou. Et il a eu beaucoup de mal avec le studio sur le tournage. Il a eu du mal à imposer ses acteurs, il a eu du mal il a pu caser quand même des thématiques qui lui tiennent à cœur, comme la contestation de l'ordre établi, le fait d'avoir des personnages solitaires contre un groupe prédéfini, souvent gouvernemental. Ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup raconter, mais c'est presque l'anti New York 97. C'est un film optimiste, un joli film. Et il n'a pas pris un énorme plaisir à le faire. C'était vraiment un film pour lui de studio, de commande, pour prouver au studio qu'il était capable de faire un autre grand film et qu'il pouvait avoir les coups des franches. Et c'est ce qu'il a pu faire après avec son dernier film de studio qui est Big Trouble in Little China, qui s'est complètement planté. Et pourtant, alors celui-là, il a vraiment mis toutes ses tripes dedans, tout ce qui lui tenait à cœur. Il a pu introduire des effets spéciaux à la Shaw Brothers, qui étaient vraiment pas du tout communs aux États-Unis à l'époque, dans les films américains en tout cas. Et il s'est planté. Et du coup, il est devenu très amer vis-à-vis des studios parce qu'il considérait qu'il n'avait pas été soutenu suffisamment pour aller jusqu'au bout de ses idées. Faut se rappeler que Big Trouble in Little China, donc le titre français il m'échappe évidemment, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. c'est ça, est sorti en même temps qu'un film avec Eddie Murphy, qui était The Golden Child, qui lui a, qui lui a eu un énorme succès. Donc voilà, c'est assez rigolo que ces deux films principaux de studio que sont The Thing et Big Trouble sont sortis en même temps que des films similaires qui, eux, ont rencontré le succès. Donc quelque part, il voyait juste, mais à chaque fois, il n'a pas rencontré son public. Au final, personne ne se souvient du film avec Eddie Murphy et j'allais dire personne ne se souvient d'E.T., non, j'exagère un peu quand même. En tout cas, The Thing a été largement, euh, aujourd'hui, considéré comme un de ses meilleurs films. Euh, Ça va peut-être être un parallèle un peu osé, mais tu parles de cinéma paranoïa, qui est, moi, des thématiques de John Carpenter me font penser parfois à un autre cinéaste qui va arriver dans les années 90, que tu as cité tout à l'heure, c'est un David Fincher. Et je me demande si finalement John Carpenter n'est pas arrivé à la bonne époque pour réussir à Hollywood. C'est pas impossible, j'avais jamais fait le lien avec David Fincher, mais il y a beaucoup de similarités, comme le fait, par exemple, qu'il soit très éclectique, hein, qu'il n'ait pas peur de s'attaquer à des sujets très différents. Fincher, j'ai peut-être plus un faiseur, et c'est pas un auteur, comme les John Carpenter. John Carpenter a écrit la plupart de ses films, et en plus de la musique, notamment, ce que Fincher ne fait pas, hein. Fincher récupère les scénarios de personnes, il a un univers visuel très fort, il sait s'immerger dans les univers des autres, mais c'est pas un auteur lui-même. Oui, voilà, non, c'est pour ça que je dis que mon parallèle est très, très osé, mais je sais pas ce qu'en pense le chat. Mais c'est. On le comparait volontiers surtout à l'époque de The Film, on comparait volontiers à Cronenberg, ce qui est juste par plein d'aspects, hein, notamment le côté auteur, le côté, et très faux par d'autres aspects, parce que je parlais du fait que moi je n'étais pas du tout cérébral, je ressemble beaucoup à Carpenter de ce point de vue-là, parce que lui il est très dans l'émotion, ses films sont très directs. Généralement on a une prémisse, et tout le film va être linéaire pour résoudre ce problème. L'avion du président s'est écrasé sur une île prison, il faut aller le chercher. Tout le film, linéairement, on va aller chercher le président. Et tous ces films sont comme ça. Il y a pour résumer l'assaut d'un commissariat. Voilà, ça suffit. Cronenberg, c'est très différent. C'est un cinéma très intellectuel, très cérébral, euh, qui, euh, euh, qui demande énormément de réflexion, qui est beaucoup moins facile d'accès que celui de Carpenter. Donc c'est pour ça que je pense qu'on se trompe quand on les compare. Bah, je m'y connais très peu dans le cinéma de Cronenberg, donc je vais pas aller sur ces plates-bandes parce que je vais sûrement dire des grosses conneries. Mais C'est un vrai auteur également qui a démarré dans le cinéma horrifique et le cinéma très
très organique. Lui, il aime bien le sang, il aime bien le corps humain et décomposer le corps humain. Ce que ne fait pas Carpenter, justement. Carpenter, lui, c'est plutôt ce qui se cache dans l'ombre qui l'intéresse, ce qu'on ne voit pas. Mais je reprends ce que tu disais sur Spielberg. C'est un peu un anti-Spielberg, je trouve, thématiquement, dans ce questionnement. Alors, Starman fait figure d'exception, mais avec un regard plutôt pessimiste. Alors, peut-être qu'il arrive un moment où Hollywood, justement, voulait des belles histoires. Et ouais, c'est ça. Je pense que Carpenter, il est arrivé soit 10 ans trop tôt, soit 10 ans trop tard. Il aurait vraiment pu faire une très belle carrière dans les années 70, au moment du cinéma paranoïaque, justement, la grande époque des Pakula, de tous ces films très politiques, très sociétaux, qui ont fait la richesse du cinéma des années 70, alors que les années 80 étaient beaucoup plus soit clinquantes, et m'as-tu vu, soit optimistes, comme tu dis, avec Spielberg. Et Carpenter, il fait tâche dans ce monde-là. Un film comme Invasion Los Angeles, il aurait très bien pu sortir en 77. Et là, il aurait vraiment rencontré un grand succès, je pense. C'est peut-être pas anodin si le plus grand succès de Carpenter, c'est Halloween qui est sorti en 78 finalement. Ouais, 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 tu as raison. Mais, j'en profite Et pour encore une saluer. fois, c'est un succès relatif. Il a rapporté un grand succès, mais c'est vis-à-vis de son budget qui est ridicule. Il a un Hmm. budget de 300 000 dollars, donc il a rencontré un succès important, mais avec un budget beaucoup plus important, je ne suis pas sûr qu'il aurait rencontré le même genre de public. Ouais, et puis, Il a fait le, il a fait le, il a connu le succès dans les petits cinémas, et c'est à l'époque, c'était pas des sorties. On n'avait pas une sortie donnée un jour fixe. Le film, le succès des films se faisait au bouche à oreille. Et Halloween a pu construire son succès comme ça. un peu comme un film qui est sorti un an plus tôt, où on viendra peut-être dessus lors d'un prochain apéro ciné, c'est Star Wars. Oui, Voilà, et oui, évidemment. Ouais. c'était un film. J'en profite pour saluer Charlotte qui est arrivée. Euh, mais parce que lorsque j'ai vu les films de Carpenter, j'ai vu beaucoup. Enfin, après, c'est le noyau de sa filmographie. J'ai vu beaucoup de ses films des années 80. Et il y a une notion de peur et de psychose humaine qui est en lien directement avec la figure du mal et, euh, et qui va découler son cœur jusqu'à l'antre de la folie qui, à mes yeux, est peut-être l'apogée là-dessus. Et c'est peut-être pas en rapport, mais je voulais avoir ton point de vue justement sur l'exploitation par Carpenter justement de ces psychoses humaines. Ah, euh, Ah, je suis un salaud, je sais, hein. ouais, elle est pas facile cette question. Je sais même pas comment y répondre en fait. Parce que euh, L'An de la folie, effectivement, c'est un bon exemple de ça. C'est le côté, le côté comment la folie propre du personnage principal va le détruire de l'intérieur. Mais c'est pas une thématique qu'on retrouve tant que ça dans son cinéma en dehors du Land de la folie, en fait. Je sais pas si tu as d'autres exemples qui te viennent en tête, parce que le Prince des Ténèbres, c'est pas du tout le cas. Les personnages sont très simples, sont très positifs avant de rencontrer le mal, justement. Euh, Il n'y a pas de torture psychologique très développée chez les personnages de Carpenter. Snake Plissken n'est pas quelqu'un de torturé. C'est le monde qui est autour de lui qui l'est. Ben, je pensais un peu à Halloween d'une certaine manière parce qu'il y a quand même une ambiance de psychose autour de la figure du mal et, euh, et à Oui, Saw aussi un mais peu. le personnage principal est très pur. Elle est pure dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Elle est tellement pure elle parle d'ailleurs de sexualité qui n'existe pas. C'est la seule parmi tous ses amis qui n'a pas de sexualité. Ce qui fait que ça va devenir un trope après des films de slasher, d'ailleurs, où les personnages qui ont une sexualité sont toujours ceux qui connaîtront la mort en premier. Mais elle-même n'est pas quelqu'un de tourmenté. Je ne me souviens plus du nom du personnage de Jamie Lee Curtis. Je, Je suis d'accord avec Ron sur le chat qui dit que c'est une question d'enfoiré. Et effectivement, j'essaie de m'en sortir du mieux que je peux, mais elle n'est pas facile celle-là. Hein. et voilà, mais c'est la première de Rhône sur l'apéro ciné, mais je suis un enfoiré. Sachez que je suis un enfoiré sur l'apéro, mais aussi en dehors dans la vie. Tout le monde le sait. Euh, Justement, le personnage de Laurie Strode, voilà, j'ai retrouvé le nom pendant que je posais.
Cette pureté, moi je me demande si John Carpenter, c'est encore une question d'enfoiré que je vais te poser, mais est-ce que c'est pas une personne qui a peur naturellement? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à ta question. C'est encore une belle question d'enfoiré, ça, hein. Euh, à quoi tu penses quand tu fais ça, quand tu penses à ça parce que Bah, je sais pas pourquoi tu penses que lui, il a peur. bah, c'est moi, c'est le ressenti dans les films. Après, Ouais. j'ai pas tout vu, hein, je confesse que je j'ai pas tout vu, mais c'est en lien avec la figure du mal en fait. C'est moi, je ressens la plupart des films de Carpenter comme un espèce, soit il le tourne de façon prémonition. Je pense par exemple à un New York 1997 ou un Los Angeles 2013 ou un Invasion Los Angeles. Euh, Ouais. Soit vraiment comme un espèce d'exultoire du mal en fait. Je sais pas si John Carpenter est croyant. C'est pas impossible d'ailleurs parce que le christianisme revient plusieurs fois dans ses films. Je pense à Prince des Ténèbres avec le personnage de Donald Pleasence qui joue un prêtre. Évidemment Vampire où il critique énormément le Vatican. Et pas justement le petit prêtre qui est avec lui qui est le- en fait, John Carpenter a une fascination pour le col bleu, le petit gars qui travaille à l'usine, pour le sans grade. Et dans Vampire, il va complètement détruire l'organisation du clergé, mais il va sauver le petit prêtre. Et, euh, et je pense donc que ce côté, la peur du mal, la peur de, chez Carpenter vient peut-être de là, de ce côté peur des institutions, peur de l'ordre établi. C'est quelqu'un qui est très libertarien, un peu, il ressemble beaucoup à Clint Eastwood de ce point de vue-là. Je suis parti complètement à côté de ce que tu m'as demandé, mais voilà. Tel Georges Marchais, tu as tes questions, j'ai mes réponses. C'est ça. Pourtant, tu vois, tu étais tellement bien parti que j'en ai oublié ma question originelle. Ah, je reprends quelque chose que XP disait sur le chat. Est-ce que c'est pas plutôt un lanceur d'alerte? Oui, peut-être. En fait, c'est peut-être Ah oui, plus ouais. un réalisateur sociétal. Ouais, ouais, mais alors là, tout à fait. Alors ça, c'est une thématique qui va revenir souvent, alors pas dans tous ces films, mais qui va revenir souvent et qui va trouver son pinacle avec Invasion Los Angeles, donc des livres, où il va dénoncer la société de consommation vraiment de manière frontale, ce qui n'était pas commun à l'époque hein, parmi les grands réalisateurs américains, à part peut-être George Romero. Je pense notamment à son film Zombie, passe dans un centre commercial. Mais j'ai pas d'autres exemples de films comme ouvertement de gauche à l'époque, dans les années 80, qui est vraiment l'Amérique très réganienne. C'est là, vraiment, il va jusqu'au bout. New York 97, évidemment aussi. Il montre une Amérique qui est presque arrivée aujourd'hui, hein, très signe le président. C'est un salopard. On croirait Trump, quoi. Il y a Ron qui dit, dans l'interview, il se dit républicain, mais sa filmo est un truc de gauche. Ouais. C'est drôle, c'est drôle. Moi, je pense à Eastwood qui, je pense, enfin, moi j'ai toujours trouvé qu'Eastwood avait une filmographie de mec de gauche, alors que plus républicain Ah que oui et lui. non, hein. Oui et non, parce que Eastwood, par exemple, était très critiqué à l'époque de l'Inspecteur Harry, hein, qui est un film très très de droite, hein, l'Inspecteur Harry. Et il Ah, en a fait 5. je pensais à des films comme Gran Torino, par exemple. Évidemment, ouais. Et XP, Mais Clint Eastwood et John Carpenter sont des personnages assez complexes, pas monolithiques. Et je ne sais pas si tu te rappelles dans le documentaire Big John, quand il parle de Kurt Russell, il explique qu'on est très différents. Lui, il est très, très, très à droite, hein. Donc oui, il se positionne quand même à gauche en ce moment. XP a trouvé Ouais. la parfaite transition là où je voulais t'emmener. C'est que justement ce côté dénonciation des institutions, on a un peu collé la pancarte à Carpenter de cinéaste anti-américain. XP dit qu'il est profondément américain. Je voulais avoir ton point de vue sur cette question. Ouais, non, c'est une grande erreur de dire qu'il est anti-américain. Il est très, très, très américain, John Carpenter. Plus américain que lui, c'est pas possible, en fait. À tel point qu'il est, en fait, lui, ce qu'il met en avant, c'est l'individu. Et il n'y a rien de plus américain que ça.
Ce qui supporte pas, en fait, le John Carpenter, c'est l'institution, le système. Ça, il va le dénoncer dans tous ses films. Dès qu'il y a un groupe, le groupe est toxique et nocif et il va tout faire pour le déconstruire. Que ce soit le groupe auquel appartient le héros ou le groupe auquel appartient la menace. Donc, que ce soit dans Assaut, dans tous ces films, du début à la fin. Le héros est toujours solitaire. C'est pour ça qu'on associe souvent aussi John Carpenter au genre du western. Le héros solitaire qui est face à l'injustice, c'est vraiment un thème récurrent du cinéma de John Carpenter. Et ça va vraiment jusqu'à la fin de sa carrière, hein, de Vampire à Ghost of Mars, ce sera ça jusqu'au bout. C'est marrant que tu parles de western parce que John Carpenter est un profond amoureux de western. Il l'a dit justement dans le documentaire qu'on cite qu'il aurait rêvé de réaliser un western, en tout cas lorsqu'il est sorti de l'école. Et pour moi, ça reste un argument de plus qu'il est peut-être pas tombé à la bonne époque. C'est ça, s'il était né 10 ans plus tôt, il aurait pu en faire au début des années 70, à la fin, quand le genre est tombé en désuétude. Il a fait, en fait, toute sa carrière, il a fait des westerns, hein. Atto, c'est un western, c'est comme on l'a dit au début de l'émission, c'est un remake à peine caché de Rio Bravo, et Vampire, c'est un western. On sent des influences de western dans la plupart de ses films même. Ouais, ouais, J'y tout à fait. pense, mais je prends un Invasion Los Angeles. Tu vois, moi, j'y trouve quelques notes westeriennes. Le héros qui déambule seul dans la ville avec son sac à dos, qui va faire des rencontres qui vont le marquer, avec son shotgun quand il se retrouve dans la banque. C'est des scènes vraiment purement western, effectivement, hein. Là, Et vraiment jubilatoire pour le coup. Ron sin Ghost of Mars, XP sin Starman en western. Enfin, on sent l'influence du genre sur la filmographie de Carpenter, je pense. Starman, c'est plus un road movie, hein, pour moi, c'est pas un western. Euh, J'en profite parce que tu parlais d'Invasion Los Angeles. C'est un film sur lequel on s'est pas vraiment arrêté. Mais pour moi, elle est très intéressante parce que c'est peut-être là où, avec New York 1997, où on voit peut-être la figure de l'anti-héros qui est très présente finalement chez Carpenter. Ouais, tout à fait, ouais. Comme je le disais plus tôt, hein, ce qui l'intéresse, c'est le. Et Snake Plissken aussi est un bon exemple, hein, vraiment. C'est le Oui, personnage qui est devenu emblématique du cinéma de Carpenter, avec son look vraiment imparable et génial. Et d'ailleurs, c'était une de mes grandes déceptions à l'époque quand j'ai découvert Invasion Los Angeles, c'est que ce n'était pas Kurt Russell qui interprétait le personnage principal, mais c'est ce très mauvais acteur qui est Roddy Piper. Je pense qu'un acteur un petit peu plus solide aurait rendu le film encore meilleur. Mais bon, c'est euh, c'est un peu le même problème que j'ai avec Prince des Ténèbres. D'ailleurs, l'acteur principal est complètement fade. Et, c'est un peu le défaut du cinéma de Carpenter, c'est il a su s'entourer de très grands acteurs dans des films à petit budget, mais il a quand même du mal à avoir des acteurs très solides pour des rôles importants parfois, et c'est dommage. Mais c'est ouais, vrai c'est. il a eu des acteurs incroyables dans New York 97, le casting est fou. Même Los Angeles 2013, tous les seconds rôles sont joués par les grands acteurs, hein. Ah oui, non, le casting de New York 1997, vraiment, moi j'y suis allé. Je connais ton amour pour le film, j'y suis allé là, et c'est vrai que le cast Ouais, Lee m'a- Van m'a- Cleef, qui est dans un petit rôle, Donald Pleasance en président. On a Isaac Hayes qui joue un méchant, mais hyper charismatique. C'est d'ailleurs le gros défaut de Los Angeles 2013, c'est que le méchant principal n'a aucun charisme. Oh là là, c'est terrifiant. Il est fade comme c'est pas possible. C'est pas un très grand directeur d'acteur, en tout cas, Carpenter. Je pense que d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était un directeur d'acteur un peu à la cool, qui donnait plutôt une bonne ambiance sur le plateau, mais que si l'acteur était pas bon, il en faisait pas un bon acteur. ouais, mais bon, il a su s'entourer quand même souvent de très Ouais. bons acteurs. Ah, il a eu de la chance, hein, il a sa rencontre avec Kurt Russell, qui se sont rencontrés sur le téléfilm Elvis. Ils sont devenus très amis, et d'ailleurs, il est souvent devenu très ami avec les acteurs avec lesquels il a travaillé. Et après, ils sont devenus fidèles, hein. Il y a plusieurs acteurs qui reviennent. Donald Pleasance a fait plusieurs films. Adrienne Barbeau, qui est devenue sa femme, a fait plusieurs films avec lui aussi. Euh, Évidemment, Kurt Russell. Et tu vois, on parle de l'anti-héros.
Attends, je vois une question de Nini the Kid. Kurt Russell, non, au moment où il fait le film Elvis, il n'est pas du tout une star, il avait juste fait des films pour Disney. Donc c'était un acteur à minette à l'époque. Et il a été vraiment remarqué pour sa prestation vraiment bluffante de Elvis. Et c'est Kurt Russell qui va aller chercher Carpenter, qui va le démarcher pour avoir le rôle de Snake Plissken parce qu'il a envie de salir son image. Il a envie enfin qu'on le prenne pour un acteur sérieux. Il voulait pas Jeff Bridges à la base C'est possible. pour Ouais, Snake je sais pas. Plissken? Ouais. Ouais, c'est J'ai possible. j'ai un doute. Enfin, je sais que Kurt Russell n'était pas le premier choix pour Snake Plissken. Je sais que pour Starman, avant d'avoir Jeff Bridges, il voulait avoir Tom Cruise et Kevin Bacon, et il n'a pas pu les avoir. Et Tom Cruise notamment fait tourner Legend avec Ridley Scott au même moment, donc c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire. Mais normalement, c'était Tom Cruise qui devait le faire. Et D'accord. finalement, il a eu Jeff Bridges qui est parfait dans Starman. On a brassé peut-être un. On a brassé pas mal des films plutôt majeurs de la filmo de Carpenter. Mais il y en a un, c'est le dernier que j'ai vu, le dernier que j'ai découvert, et que je trouve unique en son genre presque. Jusqu'au boutiste, c'est L'Antre de la Folie. Je voulais avoir. Ouais. Je sais que tu adores ce film et je voulais avoir ton avis sur L'Antre de la Folie. Alors je l'avais vu à l'époque, il était passé à la télévision, je ne saurais plus dire sur quelle chaîne, et il m'avait terrifié à tel point que je n'avais pas dormi pendant plusieurs nuits d'affilée. C'était incroyable et je l'avais jamais revu. Je l'ai revu cette semaine pour préparer l'émission. Et alors bon, j'ai pas eu peur comme j'ai eu peur à l'époque. Il marche vraiment bien. C'est un film très méta aussi sur ce qu'est être un auteur. Donc je pense que Carpenter a mis beaucoup de lui-même dans ce film-là. Qu'est-ce que c'est que l'introspection quand on crée? Qu'est-ce que ça crée en soi? Les douleurs que ça cause? À quel point ça peut faire perdre la raison? Et vraiment, le film est excellent. Il tient beaucoup à la performance de Sam Neill aussi, qui est incroyable, vraiment incroyable dans ce film. Il joue la folie ouais, comme jamais je l'ai vu en fait, hein. C'est fou, hein. Ah, Je sais il pas ce que tu as est. pensé de Sam Neill dans le film là. Euh, je pensais que Sam Neill était déjà un acteur avec un immense talent, mais de toute façon, je pense qu'il est difficile d'en douter. Mais moi, il m'a mis. Enfin, tout le cast hein, sur ce film est incroyable. C'est peut-être celui en direction d'acteur, je pense, qui est le meilleur, tu vois. Ouais, même le personnage qui est censé représenter donc l'auteur à succès, hein, qui est en gros Stephen King, et il est terrifiant aussi, hein. Euh, Est-ce que ce côté, parce qu'il ressemble, je trouve, aussi bien physiquement que un peu dans les histoires qu'il raconte, il ressemble à Stephen King, tu viens de le dire. ouais. Et on parle de Christine, on sait Christine, c'était particulier qu'il l'aime pas. Est-ce que c'est pas un espèce de bras d'honneur à Stephen King qui fait? Ah, je sais pas vraiment, je sais pas si c'est pas entendu avec Stephen King. Peut-être que Ron aurait la réponse là-dessus sur ce point-là, je sais pas. Euh, il est assez fidèle en fait à l'histoire. Il a pas mis trop de ses thèmes à lui dedans. À mon avis, à cette époque-là, il veut faire un film propre pour montrer vraiment au studio qu'il peut se relever de l'échec de The Thing. Et je suis pas sûr qu'il ait voulu faire un doigt d'honneur à Stephen King. Après, quand il fait l'Entre de la folie, peut-être que c'est un petit côté. Il veut peut-être se venger, ouais, du fait qu'il estime peut-être injuste le fait qu'il n'ait pas eu un succès comme a pu connaître Stephen King. C'est peut-être plus facile pour lui aussi de se moquer du monde de l'édition et de se moquer d'un écrivain plutôt que directement frontalement au milieu du cinéma. Peut-être qu'avec ce personnage qui ressemble à Stephen King, peut-être que c'est à Spielberg qu'il en veut. Je sais pas. Ah, c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Enfin, j'avais jamais fait gaffe. J'ai vu le film il y a 3 jours. Je, J'avais jamais fait le je dis rapprochement avec Spielberg. Spielberg pour donner le nom d'un cinéaste à succès, mais c'est vrai que je pense qu'il a eu mauvaise l'échec de The Thing par rapport au succès d'E.T., même si Spielberg n'y est pour rien, hein. C'est pas lui qui a décidé de la concomitance des sorties, hein. Et il y a Lovecraft aussi. Ron le Ah dit. ouais, mais Enfin, là, c'est impossible c'est de ne pas penser à évident. Lovecraft. C'est ça, c'est l'indicible, mais c'est une des thématiques chères à Carpenter, hein. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne dit pas. Et évidemment, c'était un choix évident pour Carpenter de s'attaquer au thème Lovecraftien. Et, euh, et c'est la première fois, je trouve,
enfin on parle de Lovecraft là-dessus, que je trouve que Carpenter assume aussi frontalement ses inspirations. Ouais, 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 c'est vrai. Encore que non. Non, non, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, tu vois, je tape du poing sur la table. Non, c'est pas vrai. Parce que quand on pense à Saw, son premier film professionnel, c'est une influence directe de Howard Hawks, il s'en cache pas, hein. Et donc, c'est son influence majeure, c'est Hawks, et il fait un film qui est presque directement un remake. Et d'ailleurs, c'est un remake The Thing est un remake de Howard Hawks. Il va faire deux autres remakes. Il va faire Le Village des damnés, qui est presque un remake plan pour plan du film des années 50, et il va faire euh, The L'Homme Thing. Invisible. Ouais, The Thing de Hawks dont j'ai parlé avant, il va faire L'Homme Oui. Invisible aussi, qui sont des films. L'Homme Invisible et Le Village des damnés ne sont pas des bons films, hein, clairement, hein. Je les ai pas vus, Mais, j'avoue. mais ce sont des remakes et il fait référence au film qu'il a adoré quand il était enfant. Hmm. Non, non, je pense pas que L'Antre de la Folie soit la première fois qu'il fasse appel à ces références, qu'il rend hommage à ces références. En fait, toute sa carrière, il n'a fait que ça. On peut même dire qu'Halloween, quelque part, avec le slasher, il fait référence à Mario Bava et au premier slasher. The Fog, comme je le disais, c'est une référence à peine cachée aussi aux oiseaux d'Hitchcock. Son téléfilm Meurtre au 42e étage, une référence à Hitchcock. À Saw, on parlait de Rio Bravo, mais ça fait passer énormément aussi à La Nuit des Morts Vivants de George Romero, avec cette maison qui est attaquée par la multitude de zombies sans fin qui ne s'arrêtent jamais, et ces personnages qui se déchirent pour savoir comment s'en sortir. C'est non, vraiment, c'est très référencé tout le cinéma de Carpenter. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet vraiment propre au film. Après, j'ai une autre idée pour élargir un peu le débat. On en parle, l'ambiance, et notamment dans L'Antre de la Folie, c'est l'ambiance sonore et tout le travail sur la musique de Carpenter. Ouais. Et Ouais, Carpenter est musicien, il va composer beaucoup de ses scores, pas tous. The Thing notamment, par exemple, Ennio c'est Morricone. Ennio Morricone, oui, et encore, et c'est rigolo, c'est que Morricone a proposé plusieurs scores différents à Carpenter, et Morricone était déçu du choix de Carpenter, il a choisi celui qu'il aurait pu faire lui-même, parce que c'est le plus simple, le plus synthétique. Et ouais, donc John Carpenter, et il a une approche étonnante de la musique, c'est qu'il compose une fois que le film est terminé, une fois que le film est monté, et il compose directement en regardant le film, avec son piano. Et il joue quelques notes et généralement ça suffit pour construire un thème. C'est assez dingue, assez incroyable et ça fonctionne à chaque fois. Et il a créé des scores qui sont donc très simples, très minimalistes, qui ressemblent à ces films en fait, assez linéaires, mais qui ont leur propre ton très juste et qui sont lancinants et qui vont rester en tête de tout le monde, hein. Le score d'Halloween, une fois qu'on l'entend, c'est impossible de l'oublier. Le score d'Assaut, c'est la même chose. C'est incroyable. Ou évidemment, New York 97. Et Rien que d'en parler, je les ai moins bien en tête. ah, moi, là, tu viens de transformer mon cerveau en jukebox, là. Euh, je reprends celle d'Halloween, qui est évidemment sa plus connue. Et en même temps, je trouve qu'elle dénote un peu, en fait. C'est moi ce que je trouve très intéressant sur le travail de la musique chez Carpenter, c'est que ça prend jamais le dessus en fait. Tu t'en souviens, mais ça reste à se fond dans l'ambiance en fait. Tu ne remarques pas sur le coup la musique. Parce qu'elle est lancinante. Si tu regardes le Assaut, le début du film, le thème est là dès le départ. Et une fois que le film vraiment démarre, où a priori le thème devrait s'arrêter, en fait, il est toujours là, en tapis sonore, mais très, très doucement. Ce qui fait que tu l'as en tête pendant tout le film. Il te berce. Il est lancinant, il est avec toi pendant le film. Et c'est génial ce qu'il fait. Et juste avec quelques notes. Ah oui, non mais je suis complètement d'accord sur que l'impact musical enfin, joue vraiment l'ambiance. C'est presque un personnage en lui-même. Quand il parle de sa musique, il dit qu'il s'inspire de Bernard Herrmann, mais sur ses partitions minimalistes, notamment celle de Psychose, où juste avec quelques notes, il a réussi à créer l'ambiance complète du film et il a voulu refaire ça pendant toute sa carrière. Alors il va faire appel à des compositeurs, notamment pour les films auxquels il n'est pas les gros films de studio, là. Par exemple Starman, il voulait faire la musique, mais il n'a pas pu la faire. On sait pourquoi, parce que j'avais pas l'info là-dessus. Ah bah, tout simplement, les films de studio, les réalisateurs sont là pour faire ce qu'ils ont à faire, mais ce sont des faiseurs, hein. Au final, c'est le studio qui a
quel dernier mot, hein, surtout dans les années 80. On n'est plus dans le nouvel Hollywood à cette époque-là, où le réalisateur est tout puissant et John Carpenter, surtout à l'époque de Starman, il est plutôt en position de faiblesse, donc il ne peut pas imposer vraiment ses choix. Je voulais ouvrir, après qu'on ait brassé un peu thématiquement sur qui est John Carpenter, sur une question qui, moi, je suis vraiment un néophyte sur Carpenter, donc j'arrive avec d'une certaine manière plein de préjugés. Et lorsque je vois les films, lorsque je vois le documentaire Big John ou que je me renseigne sur Carpenter, ben, je suis surpris et j'ai envie de te poser cette question. Est-ce qu'on prendrait pas John Carpenter trop au sérieux? Alors, elle est bizarre ta question, je trouve, parce que il a jamais été pris au sérieux de toute sa carrière, en fait. Il a souffert de ça, hein, de ce que les critiques disaient sur lui. C'est sur le tard que la reconnaissance critique est arrivée. Je pense que lui, au moment où ça lui arrivait, il y croyait plus. Il s'en moquait même, je pense. Il a couru après au début de sa carrière, où il avait vraiment de hautes ambitions. Et une fois que la reconnaissance critique est arrivée, c'était trop tard. Sa carrière était déjà derrière lui. Donc voilà, Est-ce qu'on le prend trop au sérieux? Je pense que oui. Je pense que John Carpenter est un cinéaste assez simple, qui fait des films assez simples. Pour lui, en tout cas, son unique but, c'est de divertir. Il n'a pas de grand message à donner, ou alors quand il en a un, il est assez frontal. Il ne faut pas vraiment réfléchir pendant 2 heures pour comprendre que le message de Invasion Los Angeles est anticonsumériste. Mais je pense que là où la critique s'est trompée et là où il faut vraiment rendre à Carpenter ce qui lui appartient, c'est sur son talent de mise en scène, qui est bien au-dessus de la mêlée, bien au-dessus de ce qu'on a pu penser et écrire à une certaine époque. Et, mais sinon, sur les thématiques, je pense que, ouais, non, en tout cas, lui ne se prend pas au sérieux. C'est c'est quelque chose dont on discutait en préparant l'émission, mais c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance sur le tard. Et pourtant, quand je vois les films d'aujourd'hui, j'ai l'impression que Carpenter a quand même vachement influencé notamment le cinéma d'horreur, même si ces affres aujourd'hui ont tendance à faire disparaître l'influence de Carpenter, ou le cinéma d'action. Et pas seulement, par exemple, un cinéaste qui a pignon sur rue aujourd'hui, qui cartonne à chacun de ses films, Quentin Tarantino, se revendique de John Carpenter, hein. Le Hateful Eight, c'est un hommage direct à The Thing. On a un huis clos au milieu de la neige, avec une menace invisible. On ne sait pas qui est contaminé dans The Thing, on ne sait pas qui est le tueur parmi ces 8 dans le film de Tarantino. C'est la même chose. Mais bon, il y a des cinémas d'horreur, mais il y a des cinéastes d'horreur même encore aujourd'hui qui font encore appel au cinéma de Carpenter. Je pense à It Follows notamment, qui a eu un petit succès il y a quelques années, avec la musique très synthétique aussi qui fait penser à celle de Carpenter. Euh, Là, il y a le film aussi, parce que je crois qu'il s'appelle Midnight Nation. Tu vois lequel je pense. Ça me dit quelque chose. C'est un road trip avec un père et son fils qui a des pouvoirs, des pouvoirs surnaturels, et qui est poursuivi par le FBI à travers les États-Unis. C'est un remake à peine caché de Starman, hein. C'est un très joli film par le réalisateur de Tech Shelter et Mud, dont j'ai oublié le nom. Jeff Nichols. Jeff Nichols, voilà, c'est ça. Et Et Green Room de Jérémy Saulnier, je ne sais pas si tu l'as vu, non, j'ai pas vu Green Room. c'est Assaut. Moi, je repensais, quand je disais ça sur l'horreur, je pense au film d'horreur qui est actuellement en salle, c'est l'horreur grand spectacle. Je ne connais pas. Conjuring 3 actuellement en salle, James Wan. Je pense à des films d'horreur de cet acabit-là. Parce que J'ai pas vu The Conjuring, donc je ne sais pas. moi, ce qui me, c'est vraiment ce côté psychologique en fait de l'horreur qui m'impressionne moi, chez Carpenter. Je sais pas ce que t'en penses. Excuse-moi, t'as coupé, j'ai pas entendu ta question. Pardon. C'est vraiment le côté psychologique de l'horreur. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais qu'on perd peut-être un peu trop et qu'on parle. Je suis un grand amoureux de The Hateful Eight, donc tu me fais très plaisir en comparant à The Ah Thing. oui, oui, oui. C'est tout le côté psychologique qu'on perd, je trouve, dans l'horreur aujourd'hui. Dans l'horreur grand public, C'est, pardon.
Ouais, oui, ouais, je suis pas un très grand consommateur du cinéma d'horreur actuel. J'aime pas du tout les jumpscares et toute cette mode du cinéma un petit peu fauché. Moi ça me plaît pas. Moi, j'aime l'horreur chez Carpenter parce que c'est Carpenter, parce que c'est un styliste, parce qu'il a quelque chose à raconter avec sa caméra. L'horreur pour l'horreur, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Que, Rode qui dit l'horreur actuelle au ciné, c'est de l'horreur pour ménagère. Ouais, je suis assez en accord avec ça. Ouais. Ouais, je pense qu'on sera d'accord. Ron Sidney Gap dans les films qui ont été inspirés par Carpenter, c'est au-delà de l'inspiration, c'est un remake de Asso, hein, Need Gap. D'ailleurs, Asso a eu son propre remake américain aussi avec Ethan Hawke et Lawrence Fishburne, qui est pas trop mal. Qui est pas trop mal. Est-ce que le chat, vous avez des questions pour Cédric? J'ai fini de le cuisiner à peu près. Oh là là, j'espère que je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai l'impression d'avoir bafouillé comme c'est pas possible, là. Oui, Charlotte, c'est réalisé par Richet, le remake d'Assaut, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Et je vois XP qui cite le groupe Carpenter Brut. Évidemment, ouais, Carpenter Brut est un groupe très sympa de musique électronique qui évidemment a choisi son nom en référence à John Carpenter et qui fait de la musique synthétique, alors un peu plus élaborée que celle de John Carpenter, mais avec des thèmes lancinants aussi qui fonctionnent très bien. Je recommande énormément si vous ne connaissez pas le groupe. J'avais une dernière question en attendant, s'il y en a qui arrivent qui veulent continuer à te cuisiner, peut-être un peu plus légère. C'est, est-ce que Je t'as te vois un, venir. est-ce que tu as un Carpenter favori? Ah, j'aurais été sûr que tu allais me poser celle-là. Alors, la réponse facile, son meilleur film pour moi, c'est The Thing. Pour moi, ce film est parfait du début à la fin, avec la scène d'intro avec l'hélicoptère qui veut, il veut tuer un chien. En plus, quand on me connaît, moi, mon amour des chiens, donc là, c'est impossible pour moi de voir cette scène et ne pas dire non, non. Donc je suis du côté de l'équipe à Kurt Russell qui veut sauver le chien, même si on sait ce qui arrive après. Mais chaque jour, chaque jour qui passe, chaque jour différent, j'ai un film de John Carpenter que je préfère. Donc, il y a des films de John Carpenter que j'aime pas, mais il y a beaucoup de films que j'aime. Donc, pour moi, c'est difficile d'en choisir un. En ayant revu beaucoup pour préparer cette émission, j'ai revu énormément à la hausse Assaut, que j'avais aimé sans plus la première fois que je l'ai vu, et en le revoyant maintenant plus âgé, ce film, pour un premier film, c'est incroyable. Incroyable. Il est vraiment. Il n'y a pas un bout de gras, il n'y a rien qui dépasse. Les acteurs sont parfaits, alors ce sont des parfaits inconnus. La, Tout est bien amené. La menace, le crime qui conduit à ce qui va arriver avec la petite fille qui se fait tuer, mais c'est gratuit, c'est incroyable, ça sort de nulle part et on ne le voit pas arriver. C'est vraiment fabuleux. Vraiment ce film incroyable. Et l'assaut final. Et, il va essayer de reproduire ça avec Prince des Ténèbres, avec aussi un huis clos similaire. Je trouve qu'il est moins réussi formellement que Assaut, qui est plus brut, plus sale, plus crade. Moi, j'aime bien ça. Il y a XP qui rappelle que dès l'intro de The Thing, si on parle norvégien, on sait tout. Du coup, tu te fais spoiler, toi, au début de la séance? Eh ben, figure-toi que j'ai pas revu The Thing depuis un moment. Je l'ai pas revu celui-là parce que je le connais vraiment très bien, ce film-là. Donc ça faisait pas partie des films qu'il fallait que je revoie pour me remettre dans l'ambiance. Il faudrait que je le revoie maintenant parce que c'est vrai que je parle assez bien norvégien maintenant. Faudrait que je tente. Je voulais reprendre également une question de Ron. Tu parles des derniers films de façon assez mineure, mais il dit Je suis ok d'accord avec certes, mais pas l'intelligence. décevant parce que par rapport à la filmo de Carpenter. Peut-être que tu as la question sous les yeux, je sais pas. J'ai la question sous les yeux, donc effectivement, il me demande si je suis déçu vis-à-vis des autres films de Carpenter ou vis-à-vis de ce qui sortait à la même époque. Oui, tu as raison. Je suis déçu par rapport au film qu'il a fait précédemment. J'adore Vampire, j'adore Ghost of Mars, mais je considère pas que ça fait partie des meilleurs films de John Carpenter. Il cite The Ward comme un film qui est pas si mal que ça, avec de chouettes idées de mise en scène. Ouais, mais il est tellement banal comme film. C'est le twist qu'on voit arriver, mais après 5 minutes de film, fait que j'ai pas d'affection pour ce film. Alors que le vampire,
il est jouissif le film, il est parfait dans le sens plaisir popcorn avec une bande de chasseurs de vampires qui va s'attaquer à une maison pleine de ghouls. C'est très efficace, ça marche très bien, mais on n'est pas au niveau de ces grands films qui sont sortis 10 ans avant, hein. Et Ghost of Mars, où il est complètement fauché, il sort en même temps, alors encore un thème récurrent avec Carpenter, il sort en même temps que d'autres films qui sont sur Mars, qui ont un beaucoup plus grand budget, beaucoup plus ambitieux. Mais quelque part, tous ces films-là ont été oubliés. Même le film de De Palma, qui est sorti à l'époque, on s'en souvient plus, hein, ça fait pas du tout partie des films importants de Brian De Palma. Alors que le Ghost of Mars de Carpenter, on s'en souvient comme un petit film sympathique, un peu fauché, un peu nanar sur les bords, mais qui fonctionne quand même pas mal. Il y a Pam Grier aussi, en plus de Jason Statham. Je vois Quentin qui cite Jason, mais ouais, mais oui, ça suffit. Ça suffit pour qu'on soit content. Et peut-être une dernière question avant de passer dans le quiz. C'est peut-être Et pas le attends, cas. je réponds à Ron qui dit qu'il adore Vampire aussi, mais je pense que Ron sera d'accord avec moi pour dire que le gros défaut de Vampire, c'est le personnage du vilain, du vampire principal, qui est mauvais, l'acteur. Oh là là, il est fadasse. Il a zéro charisme. C'est dommage parce que face à James Woods, il aurait fallu justement un vilain charismatique et celui-là, il en manque cruellement en plus. Et il y a Cheryl Lee dans le film qui est parfaite, vraiment. C'est dommage. Je trouve dommage que le vilain soit raté. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui connaît pas Carpenter, un film pour qu'il y découvre, ça serait lequel? Ah bah The Thing. The The Thing. Thing ouais, ouais, qui est facile d'accès, qui est pas cracra, qui est pas cheap. C'est un peu souvent le cas avec les films de John Carpenter quand on voit Invasion Los Angeles ou Prince des Ténèbres. Ce sont des films plutôt réussis que je trouve chouettes, mais qui sont un peu cheap. New York 97 a un peu vieilli visuellement aujourd'hui, même si moi je l'aime d'amour ce film. C'est peut-être pas pour quelqu'un qui n'a jamais vu de film de John Carpenter aujourd'hui, c'est peut-être pas le premier. Alors que The Thing visuellement est encore hyper efficace et, Alors je crois qu'on a été momentanément coupé. ah, mince. Est-ce que vous l'entendez? Non, c'est bon, visiblement. Ah, Moi je t'entends en tout cas. c'est que mon internet nous a visiblement laissé plus tranquille que les autres jours, alors faut bien qu'il se fasse remarquer un peu. Un bon live de l'apéro ciné sans coupure, ça n'existe pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on passe au quiz de fin? Alors je suis vraiment impatient de mettre sa raclée à Spike. Je suis prêt pour le quiz. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chambrage sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur le Discord et que vous êtes sur le live, je vous invite vraiment à aller sur le Discord. Il y a le lien Je sur la vois que chaîne Ron, Twitch. je Oui, vois que Ron a dit que ses enfants qui ont 18 ans, je ne sais pas si tous ses enfants ont 18 ans, mais donc il a ses enfants qui ont 18 ans, qui adorent tous les films de Carpenter. Mais quel film tu leur montres aussi, Ron? Est-ce que tu leur montres les plus petits films? Est-ce que tu leur montres Le Village des damnés? Elle répond pas. C'est un peu le problème avec le quiz de l'affrontement entre l'invité et le chat, c'est que l'invité a l'avantage de ne pas avoir le décalage. je me permettrai de laisser, si tu le veux bien, grand seigneur, de laisser C'est ça, ouais. quelques secondes de rab. Voilà, ça, je mets tout de suite le lien XP sur le Discord dans le chat. Voilà, ça, si vous voulez rejoindre, le lien est là. De toute façon, je l'ai remis tout à l'heure sur Twitter et je le remettrai sur mon compte personnel. Vous avez mon hâte tout en haut à droite et puis il est sur la chaîne Twitch normalement. T'as commencé avec quel film, Ron, alors? Parce que Ron nous dit qu'il a fait une sélection des films de Carpenter qu'il montre à ses enfants, donc je suis curieux de savoir quel est le premier film qu'il a choisi pour rentrer dans l'univers de Big John. Halloween peut-être aussi. 18 ans, ça doit bien marcher ça. C'est souvent la porte d'entrée, je pense, Halloween pour le coup. Ouais. C'était pas la mienne, mais
Je pense que moi, le tout premier film que j'ai vu de Carpenter, et à l'époque, c'est parce qu'il passait beaucoup à la télévision, tous les films de Carpenter, ça doit être New York 97. Ah, tu vois, moi j'aurais cité New York 97 en porte d'entrée. Ou Assaut Ouais, peut-être. il est chouette, hein. Hmm. Ah, il est efficace, hein. La génération M6, comme dit Spike, quoi, tout à fait, en deuxième partie de soirée. Oh, et ça devait passer aussi pas mal sur France 3 à l'époque. France 3 avait une programmation un peu sport aussi, parfois en deuxième partie de soirée, le jeudi soir notamment. Ah, FR3, pardon, pas France 3, FR3. Une époque où les moins de 21 ans, je crois que moi-même j'ai pas connu FR3, c'était déjà France 3, pas dû connaître. C'est un beau programme, hein, Ron, que tu proposes. Ah, il a présenté les meilleurs. Et je vois Jack Burton en dernier, moi, ça fait partie des Carpenters que j'aime pas. Et même à la revoyure, je l'ai pas aimé. Je trouve, j'ai beaucoup de problèmes avec Jack Burton, je crois que tu as les mêmes problèmes que moi. J'ai du mal avec le personnage de Kurt Russell qui est complètement débile. Et le vrai personnage principal, ça aurait dû être le personnage chinois qui est Hmm. avec lui, dont j'ai oublié le nom, et qui est un excellent, un excellent artiste martial d'ailleurs, qu'on revoit après dans Prince des Ténèbres, qui a un rôle un peu plus sérieux dans Prince des Ténèbres. Et ouais, Mais j'ai du mal avec le côté over the top de Big Trouble in Little China, parce que c'est un film pour moi qui est entre deux chaises, qui sait pas si, on ne sait pas si c'est une comédie ou un film d'action, c'est un peu entre les deux, et j'ai toujours été mal à l'aise avec ce film. bah, moi, j'ai surtout que l'impression d'avoir un mix entre le cinéma de spectacle d'Hollywood et John Carpenter qui essaie de mettre la sauce. Et ça fait un hybride qui ne marche pas, je pense. Qui ne peut pas Ah, toi aussi, marcher. ouais, t'as du mal avec le film, ouais. Ah ouais, Ouais. pour l'instant, c'est vraiment le seul que j'ai vu qui m'a déçu, moi, Jack Burton. Parce que la sauce prend pas, mais est-ce que la sauce sur le papier pouvait prendre? Et j'ai le même problème avec L'Homme Invisible qu'il va faire avec Chevy Chase un peu plus tard, qui est une autre comédie qui, pareil, ne fonctionne pas pour moi. Peut-être que John Carpenter, il est fort pour le côté cynique et ironique, et beaucoup moins pour ce qui est de la comédie pure. En tout cas, ça ne fonctionne pas sur moi. Hmm. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah ouais, Ron. il va falloir faire venir Ron pour qu'il subisse mes questions d'enfoiré et qu'il puisse répondre au micro, je crois. Je sais pas si vous avez fait une émission Carpenter, Ron, ça me dit rien, avec VHS et Canapé, mais je serais curieux de t'entendre sur Jack Burton et défendre le film. Le film est souvent très populaire parmi les fans de Carpenter, et je sais que je suis pas très populaire en disant que je n'aime pas trop ce film-là, mais voilà. Et Ron non, serait Charlotte, je n'ai pas. un super invité pour l'apéro, ouais. Ouais, ça sera l'occasion. On verra ça après l'émission avec Ron si on arrive à trouver ça. Et non, Charlotte, je n'ai pas vu The Ward. Je ne me suis pas infligé ça parce que sa réputation le précède. Mais ça viendra avec grand plaisir parce que je vais continuer d'avancer la filmographie de John Carpenter. Je vous propose de passer au quiz. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, moi, je Est-ce que suis chaud, t'es dis prêt, donc. Cédric? Est-ce que le chat est chaud Ouais. bouillant? Ah, donc VHS et Canapé a consacré un épisode scoring donc aux musiques de John Carpenter, mais donc ils n'ont pas fait encore un épisode sur son cinéma. Eh ben, il va falloir faire ça, hein, les gars. Et en tout cas, si vous souhaitez un invité de qualité pour vous parler de Carpenter, Cédric le fait admirablement bien. Je pense qu'on sera tous d'accord pour ça. Bon, Ah, je ah, je t'ai dit, sais je suis pas, un en tout cas, enfoiré, hein. ils ont de quoi faire là. Ils ont de quoi faire à la maison pour faire ça. Ils sont très bons, hein, l'équipe de VHS et Canapé. Alors, pour ceux qui viennent et qui ne connaissent pas le quiz, l'idée est dans la première manche de retrouver à partir de critiques hallucinées un film. En l'occurrence, vous l'aurez compris, le quiz du jour portera sur les films de John Carpenter. Et la première critique que j'ai trouvée, c'est une critique d'un visiteur qui a été publiée le 13 novembre 2015, qui dit: Perso, je n'ai jamais aimé ce Carpenter, c'est trop pantouflard, il ne se passe absolument rien. C'est vieux et c'est doublé par des vieux. Trois petits points, c'est nul.
La critique suivante de Beat Tenor le 11 juin 2011. Rien à faire, je n'accroche pas. C'est sûr que les effets spéciaux sont dépassés, mais il n'y a vraiment rien qui fasse peur. Je trouve même ce film involontairement comique. Je pense l'avoir. Je vais laisser un petit peu Vas-y, donne ta de réponse. réponse. Pour moi, c'est The Thing. Il parle d'effets spéciaux, donc pour moi, il parle de The Thing. Ah, et au niveau du timing J'espère que avec c'est pas Nils ça parce XP. que Eh ben si, ouais, c'est The Thing. j'espère que c'est. Ah non, mais non, mais les effets spéciaux dépassés sur les effets spéciaux de Rob Bottin sont exceptionnels. Est-ce que tu connais l'histoire des effets spéciaux de The Thing? Non, je veux bien que tu nous la racontes. Alors à la base, il voulait embaucher, évidemment, j'ai un trou sur son nom, on va nous le donner on va nous le donner sur le chat, mais il voulait embaucher Rick Baker, qui était le patron de Rob Bottin, et il était occupé sur un autre film, je sais plus lequel. Et donc il a envoyé son second faire The Thing avec Carpenter. Et ça s'est très mal passé parce que Rob Bottin avait beaucoup de mal à délivrer des effets spéciaux en temps et en heure. Et il avait beaucoup de mal à avoir un programme très détaillé de ce qu'il devait faire. Donc en fait, il allait dans tous les sens, mais il travaillait 7 jours sur 7, 24 sur 24 quasiment. Il dormait dans son atelier. Et il a quand même réussi à délivrer des effets spéciaux qui fonctionnent du tonnerre. Mais il s'est tellement tué à la tâche qu'il a été interné en maison de repos à Rob Bottin suite au tournage. Il a dû se reposer dans un lieu spécialisé. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la personne qui trouve ces FX vieillis a probablement mal vu le film, on va dire, pour rester poli. Ouais. C'est rigolo, j'ai beaucoup aimé le premier commentaire. Un film de vieux doublé par des vieux. Oui, C'est je l'ai vu, je me suis dit que c'est celle-là, elle est incroyable. sympa pour le quiz. C'est incroyable de dire un truc pareil quand même. Mais surtout qu'ils étaient jeunes à l'époque, les acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, un film de vieux? Ah, vraiment. Et évidemment, je ne prends pas des critiques très élogieuses. J'ai voulu, je t'avoue qu'en préparant le truc des critiques, j'ai cherché les critiques professionnelles. Parce que j'ai voulu trouver. Le souci, c'est que lorsqu'on va piocher vers des films comme Asso et tout, c'est vraiment des gens qui font des avis construits qui sont moins sympas pour le quiz. Et ce film, j'ai pas réussi à trouver de critiques françaises bonnes. Par contre, les critiques américaines, j'ai lu des trucs, je vous les traduis pas parce que mon niveau en anglais est relativement faible, et c'est pour ça que je les ai pas pris dans le quiz, mais il s'est fait assassiner le film, littéralement. Ouais, Je, il je- est sorti au mauvais moment. Je pense qu'il était soit en avance, soit en retard sur son temps. Le fameux côté paranoïaque, le côté contamination aussi, parce que The Thing parle de manière presque pas cachée, notamment du sida à l'époque aussi, hein, du fait de la contamination par le sang, avec la fameuse scène qu'on voit, enfin c'est pas une contamination par le sang, mais la fameuse scène avec la boîte de pétri contenant du sang, ouais, c'est directement, ça résonnait avec l'époque et la peur du sida, hein. Hmm. Une peur qui reprendra dans Prince des Ténèbres aussi, hein, avec la contamination du. Alors c'est par la bouche, c'est un jet de liquide, mais bon, on comprend très bien ce dont parle Carpenter à ce moment-là, hein. Ah oui, non, non, Je sais pas si tu as vu Prince des Ténèbres, hein, mais je te le conseille si tu l'as pas vu. je l'ai pas encore vu. J'avoue que Ouais. à quelques jours près, je l'aurais vu, mais je vais la rattraper incessamment sous peu. J'ai très très envie de le voir. En plus, il y a un second rôle de Alice Cooper qui est vraiment, vraiment chouette dans Le Prince des Ténèbres. Les amateurs de hard rock apprécieront. Voilà, alors pour les critiques, je prends la traduction de la page Wikipédia, mais le New York Times l'avait qualifié de film crétin des années 80 par excellence et de déchet instantané, alors que le Washington Post avait dit que c'était un misérable excès, ce film. Comme quoi, Ouais, hein. c'est fou de voir ça, de voir ça après coup, à quel point ils sont passés à côté du film. Et je pense que c'est le même genre de critique qui mettent au pinacle maintenant John Carpenter, parce qu'il faut le dire, hein, il a vraiment été réhabilité, hein, à tel point que maintenant les films de John Carpenter passent sur Arte, hein. C'est impensable quand j'étais ado, ça. Ah mais ça, j'imagine bien. Bon, du coup, il y a une. C'était vraiment un réalisateur qui était vu comme un cinéaste de série B, hein, pas plus, hein. Et quelque part, c'est ce qu'il est, hein.
Je pense que lui, c'est ce qui se revendique, d'ailleurs. Oui, bah c'est dans Big John, j'avais cette sensation-là aussi. Qu'il aimait bien sa manière de faire un peu des films avec 3 fois rien et puis voilà. Mais c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on doit mal travailler, hein. Et John Carpenter l'a bien prouvé. Ouais, on voit bien la quantité de bons films qu'on a avec des tout petits budgets et la quantité de films très mauvais qu'on a avec des budgets exorbitants. Je suis en train de parasiter ton quiz là, en repartant sur John. Je suis désolé. Non, mais visiblement ça ne dérange pas le chat, hein. Du coup, ça fait un partout, je vous avoue, ça va être dur. Du coup, je vous propose pour le quiz suivant de retrouver le film par sa fiche technique. Et Ah, mais c'est un en partant du film, bas, hein, c'est ça? c'est ça. Et le premier truc qui m'a choqué aux yeux, c'est que c'est un film où, aux effets spéciaux, on retrouve un certain James Cameron. Je Euh, l'ai. ah, bon, peut-être que le chat va Alors, la voir. c'est pas. Alors, pour le coup, alors, si c'est le bon film, il est pas aux effets spéciaux. Il est au matte painting. Ah, aux effets visuels, pardon. Ah oui, c'est ça. Il fait les matte painting. Oui, c'est New York 97. Alors, avec XP, ça va être dur, hein. Je sais pas si on peut vous séparer. Ça, Il est un jeune James Cameron qui sait tout faire, hein, sur un plateau de cinéma, hein. James Cameron, il a travaillé sur à tous les postes, pour Corman, quand il a débuté, donc il sait tout faire. Et donc les matte paintings de New York 97 sont signés James Cameron. et petite info, enfin, je crois que je suis un peu fatigué parce que j'avais prévu de faire New York 97, j'ai regardé la fiche technique et je n'ai pas tilté qu'il y avait noté James Cameron aux effets visuels. Je viens de l'apprendre en direct. Chicago 1999, Quentin, c'est peut-être ton prochain film? Ah bon, on ne saura jamais finalement le fin mot de l'histoire sur ce qui s'est passé à Chicago. Et, euh, et du coup, il va falloir départager tout le monde. Est-ce que je vais pouvoir faire est-ce qu'on va pouvoir départager tout le monde avec ce résumé foireux? Parce que en fait, j'ai vu un film l'autre jour, je m'en rappelle pas très bien, peut-être que vous avez le titre. Euh, C'était un geek avant l'heure, quelqu'un enfin, qui parle pas beaucoup, qui est un peu taiseux, enfin, il zone. Enfin, voilà, un geek, un nerd cliché avant l'heure. Puis voilà, il a pas beaucoup de contact social, ce perso. Et, euh, Ah, XP a trouvé. Ouais. et non, non, ce n'est pas Christine, ça continue. Ah, Et il a, enfin voilà, il stalk un peu. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire de Creep et il fait un peu pareil. Il zone pas mal au niveau du lycée et tout. Il suit notamment les filles, hein. Enfin, il a l'air un peu dérangé dans sa tête. oh là là, c'est Halloween. En même temps, avec XP, je crois qu'on est Ouais, sur une bravo égalité XP. parfaite. Ah, c'est le stalker, le stalker. Oui, c'est le stalker ultime un peu quand même, hein, Mike Myers, hein. Hmm, Il va un peu loin, hein. ouais, j'ai volontairement lorgné sur Christine dans ce résumé. Vous en mettez. Et puis dit, et bim. Ou- elle est technique, ta vanne, Quentin, dans le chat. Simplement Halloween, un bravo. garçon curieux. Voilà, heureusement que Spike tu es passé parce qu'avec ce commentaire-là, on s'inquiéterait presque de ton état mental. Et puis je crois que cet apéro ciné touche à sa fin. Est-ce que peut-être en dehors de John Carpenter, t'as peut-être un film à recommander au chat que t'as vu récemment? Alors, j'ai vu beaucoup de films de John Carpenter récemment. Alors attends, si tu me donnes une seconde, Je je te, je te retrouve, donne parce une que seconde. j'ai une mémoire de poisson rouge, donc il faut que j'ouvre mon petit fichier dans lequel je note les films que je regarde. Euh, Parce que je vais citer un film de John Frankenheimer, dans lequel il y a Burt Lancaster. Et, évidemment, je ne le retrouve pas.
Je ne le retrouve pas. Donc ça restera un mystère pour tout le monde. Euh, et voilà, le voilà. Ça s'appelle The Gypsy Moth. Donc le titre français, je ne l'ai pas. Mais c'est l'histoire de gens qui gagnent leur vie en faisant des acrobaties aériennes, en sautant d'avion avec des parachutes et ils font des acrobaties. Donc, et ils risquent leur vie parce qu'à chaque fois, dans chaque nouvelle ville dans laquelle ils vont, ils essayent d'aller un petit peu plus loin dans le fantastique, dans l'incroyable. Et évidemment, un drame va arriver. Alors le film a un cast assez incroyable parce qu'on retrouve parmi les... ils sont trois à sauter de l'avion. Deux acteurs sont extrêmement connus parce qu'il y a Burt Lancaster que j'ai déjà cité et il y a Gene Hackman également. Et dans cette ville, Burt Lancaster va faire la rencontre d'une actrice avec laquelle il a déjà joué un petit peu plus tôt, c'est Deborah Kerr. Donc vraiment, je conseille ce film, ce film vraiment excellent. Et c'est Les parachutistes arrivent en VF. C'est ça. Et c'est un film qui a été très longtemps très difficile à voir en France, parce que je crois, si je ne me trompe, qu'il n'est jamais sorti au cinéma en France. Hmm. Alors moi j'ai une date de sortie en 1970, mais ne connaissant pas le film, je vais pas m'avancer outre mesure dessus. Je ne Voilà, sais pas si Ron connaît ce et film. et XP rappelle que le cinéma est mort, on a consacré un bout d'émission à minima. Ah, et c'est Frankenheimer qui aime beaucoup les sensations fortes, hein, comme Grand Prix. Alors Spike qui cite The Swimmer avec Burt Lancaster, c'est pas un film de Frankenheimer si je me trompe pas, mais c'est un vrai grand film. C'est un des plus grands films de Burt Lancaster dans lequel il nage de piscine en piscine pour retrouver sa maison. Et il passe parmi chez tous ses voisins et à chaque fois il essaie de se rapprocher de sa maison. Et le film commence sur un incroyable optimisme, sur un ton très léger, et il s'obscurcit au fur et à mesure qu'il passe d'une piscine à l'autre. Un film incroyable, une des plus grandes performances de Burt Lancaster. Je Et ne sais pas si tu connais ce film, mais je te le si comme conseille. moi vous ne l'avez pas vu, évidemment on essaiera de le rattraper. Je te remercie beaucoup d'être venu ce soir, Cédric. C'était un vrai plaisir Ah d'échanger bah avec toi. merci à toi, c'était un vrai plaisir de parler de John Carpenter. Ça fait longtemps qu'on parle ensemble de ce cinéaste que j'affectionne beaucoup. Et je suis content que tu aies découvert ces films et je suis vraiment content que tu les aies appréciés. Donc j'ai passé un excellent moment à partager avec toi en tout cas. Mais c'était un véritable plaisir. Je rappelle que vous pouvez trouver Cédric sur Comics On mettra le lien sur le Discord. Ouais. Où on parle comics et on parle surtout de ce qui est autour du comics, c'est-à-dire de les gens qui font le comics et le contexte dans lequel ils sont écrits. Et allez-y parce que c'est de la très bonne cam, si je puis dire. Et Nils qui lance sur qui sera le prochain invité sujet. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre mardi prochain à 21h15 où j'aurai la chance de recevoir Quentin Corret de Site à la rencontre du 7e art où on parlera du cinéma muet. Oh! Est-ce que tu as déjà vu un Murnau? Eh ben non, mais ça tombe bien parce que je vais rattraper ça dans la semaine. Après Prince des Ténèbres, évidemment, je vais rattraper un Murnau. Excellent. Voilà, comme ça, voilà. Et je vous garderai la surprise encore du programme et on a encore du, du, du très très bien. T'as raison, Quentin, on Quentin va peut-être qui pas parler commence à cinéma. balancer des blagues. Non, mais Parler de cinéma muet on à vous part fera peut-être Apex. l'émission spéciale en langage des signes. Voilà. Et voilà, il y a encore un très très bon programme qui arrive. Je vous invite du coup à nous retrouver mardi prochain. Et, On euh, sera là. et ça sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup Cédric, merci le chat. Je vous Merci au chat, souhaite c'était super. une agréable nuit, une agréable semaine. Et pleine de cinéma, pleine de John Carpenter, je l'espère. J'espère qu'on vous aura donné envie de profiter du cinéma de John Carpenter. La rediff sera très rapidement disponible sur YouTube, probablement d'ici ce week-end, si vous voulez réécouter la douce voix de Cédric et en profiter pour revoir ou voir du John Carpenter. Je vous souhaite une agréable nuit à tous. Merci beaucoup. Salut Cédric. Merci Antoine, salut.